Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans pour cette édition littérature qui sera consacrée au livre Out of the Shadow, deuxième roman jeune adulte de l'ère de la Haute République. Ici Francis de Québec et pour discuter de ce livre ce soir avec moi, je retrouve notre invité spécial John Sparrow. Bonsoir Jean. Hello Francis, bonjour à tous et encore merci pour l'invitation. Merci à toi de te joindre à nous. On va rappeler rapidement notre partenaire pour les émissions littérature. Donc, je vais mettre le logo en gros, mais je l'ai aussi sur la poitrine. C'est Star Wars Littérature Québec. Donc, on vous invite, on vous rappelle là, que vous êtes les bienvenus, même si vous n'êtes pas au Québec. Venez jaser littérature Star Wars avec nous, autant canon, légende, etc., etc. Et on vous invite aussi à participer à leur collecte de fonds actuelle là, pour la cause de la santé mentale au Québec. Donc, avant de passer au vif du sujet, si je te demandais quoi de neuf côté Star Wars ces temps-ci, Jean? Ok, alors bon, quelques lectures, toujours pareil. Hein, donc, hormis la réécoute de Out of Shadows, dont on va parler ce soir, et des Tempest Runner aussi, pour préparer les émissions, j'ai lu le nouveau manga, nouveau, il est sorti il y a quelques mois, Guardians of the Wheels, l'adaptation manga du roman, donc, qui est sorti. Et donc, je trouvais ça plutôt sympa. Pas très moins ouf que les autres mangas, que Leia, que Rebels, que Lost Star, qui était vraiment excellent, mais sympathique. C'était vraiment l'adaptation. En raison de l'histoire ou tu veux l'adaptation en manga qui est moins ouf? Non, c'est le manga lui-même qui est moins terrible. En fait. Les dessins sont relativement classiques, l'histoire, je trouvais l'histoire aussi sympatoche, mais bon, sans plus quoi. Mais donc c'est là, donc c'était relativement sympa, on va dire. Et puis en comics, par contre, on a une flopée de ressorties. On en reparlera peut-être plus en partie de l'actualité. Donc il y a le TPB, le tome 1 de The High Republic, donc, qui est sorti. Donc que je me suis refait, donc très toujours aussi excellent. Quoi. C'est un premier arc. C'est là, on est assez synchronisé parce qu'en France, l'album Panini là, de tout le premier arc sort. Je pense qu'il sort cette bientôt, semaine ou il est sorti la semaine passée. Là. Il est sorti quasiment en même temps, c'est vrai. Ils ont été bons, ce coup-là. Il y a aussi donc de High Republic Adventure, là, qui en est au deuxième arc, qui commence plutôt bien, je dois dire. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais ça commence plutôt bien. Ouais, on va pouvoir brièvement parler plus tard en partie spoilers, parce que je commence à me demander si l'équipe de ce roman-là va pas rejoindre celle des comics jeunesse. Là. Bref, on va garder ça pour les spoilers plus tard. Et effectivement, et en comics, pour finir, il y avait la fin donc du méga crossover, la War of the Bounty Hunter, là, qui s'est terminé récemment, là, et qui ouvre sur quelque chose dont on va parler aussi peut-être dans la partie actualité, j'imagine. Donc, voilà, donc tout est relativement sympathique, quoi. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'on peut lire sur Star Wars en ce moment. Et après, au niveau podcast Star Wars aussi, alors je sais pas, vous en avez fait la pub lors de votre crossover podcast avec les Lucasfilm. Donc j'ai découvert ce podcast, le Lucasfilm, grâce à vous, du coup. Et je me suis fait tous leurs épisodes et je trouve vraiment leur ton excellent, quoi. Alors c'est un ton vraiment différent de Star Wars en direct, de Outrider. C'est un ton vraiment à elle. Mais vraiment super intéressant, quoi. Tous leurs thèmes, même hors Star Wars, elles font aussi des émissions hors Star Wars, et j'ai trouvé ça juste excellent. Donc j'ai tout écouté, et je conseille. Moi je vous les conseille aussi en vidéo, hein, parce que c'est ça, ils mettent beaucoup de travail sur les éditions YouTube, là, c'est du contenu ajouté. Là, à moins qu'ils soient rendus filmés comme toi et moi ce soir, là, mais c'est ça, avant, c'était rehaussé des images tout le temps, puis des clips là, de ce dont ils parlent. Donc, je sais par expérience que c'est énormément de travail. Fait que, ça, je vous invite à les prendre sur YouTube. Voilà, pour le WhatsApp Star Wars. Excellent. Écoute, moi aussi, évidemment, on est dans les comics, etc. Certains auront passé le Star Wars en direct express, là, on en reparlera après, mais sur le Comic-Con. De Québec, ça a fait du bien de revoir plusieurs membres de l'équipe. Et sinon, moi, je me suis dit que tant qu'à faire l'émission sur Out of the Shadow, je me suis claqué la relecture, mais en français cette fois-ci, de En pleine ténèbres,
donc la version française de Into the Dark. Fait que, on va voir au cours de l'émission si on peut parler vraiment d'une suite à celui-là. Mais c'est ça, je me suis dit comme ça va être très frais dans ma mémoire, là, les liens entre les deux. Donc voilà côté What's Up Star Wars. Sinon, les émissions récentes, qu'est-ce qu'on a? Ben, comme je viens de mentionner, on a le Express sur le Comic-Con de Québec. Donc, c'est pas évidemment, c'est un Express, hein, c'est assez court, mais bon, voilà, ça vous donne une idée. Ça doit être sympa, oui. On avait un série, Star Wars en direct série sur Vision. Donc, c'était, si je me souviens bien, c'est Julien et Thomas là, qui commentaient les différents épisodes. Et avant ça, on avait notre autre littérature de rattrapage de la deuxième vague, donc sur The Rising Storm, qu'on avait fait ensemble. Et sinon, on vous rappelle, comme toujours, d'aller faire un tour sur notre boutique, hein, que ce soit pour... d'un côté, ça aide la chaîne là, avec les différents frais de serveurs et compagnie, mais également, affichez vos couleurs Star Wars, parce qu'il y a du Star Wars en direct, des logos, des choses comme ça. Entre autres, les superbes logos du 20e anniversaire là, que Danny nous a concocté, mais il y a toutes sortes de petites créations bien fun aussi, comme pour les collectionneurs. Il y en avait un sur la série Mandalorian, il y en a sur le jeu Star Wars Squadron. Il y a évidemment le mashup de Lego, donc je vous invite à aller faire un tour sur la boutique. Sur ça, Jean, si ça te va, on va passer en hyperespace. Ça me va, on y va. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace, donc avant de passer à notre sujet principal, rapidement, là, en rafale, on va faire quelques petites actualités, là, littérature. En fait, on est pas mal toutes ou presque dans du Marvel, en tout cas les 3 premières. On a eu le début la semaine dernière de la série Trail of Shadow, donc une mini-série comics chez Marvel, au temps de la Haute République. Et moi, ça a été ma très agréable surprise parce que mes attentes étaient vraiment pas très élevées. Et finalement, ça m'a... Et par contre, je vous dis, cette mini-série-là, elle a un énorme spoil pour la fin de The Rising Storm. Vraiment qu'on a critiqué là. Vraiment à lire The Rising Storm auparavant, ça c'est obligatoire. Ça serait vraiment dommage en tout cas parce que vraiment la fin de Rising Storm est assez dramatique quand même. Donc c'est ça, je vous invite à prendre le livre avant de prendre cette mini-série-là, mais ce serait intéressant. On nous avait annoncé une série d'enquêtes à la X-Files un peu, là, duo d'enquêteurs. Donc voilà, moi à date, en tout cas, je suis très agréablement surpris. Pareillement, oui. Sinon, Marvel nous a annoncé une mini-série pour 2022. On n'a pas de date encore sur, encore une fois, c'est un peu du marketing, là, mais bon, sur le Halcyon Legacy. Donc le Halcyon, c'est le vaisseau là, hôtel là, qu'ils sont en train de construire aux États-Unis. Donc c'est non seulement le même principe que la mini-série Galaxy's Edge. Donc, ça va être 5 petites histoires à propos du Halcyon à différentes époques. Comme là, on voit Buriaga, là, notre Wookiee Jedi, donc de l'époque de la Haute République. Mais ça va aller jusqu'à la postlogie. Il faut comprendre que le vaisseau est très vieux. C'est ce qu'on en comprend. Il y a au moins, en tout cas, 250 ans, là, on va dire. Mais en plus, c'est la même équipe. Fait que si je ne me trompe pas, c'est Ethan Sack et j'ai plus le nom du dessinateur, mais bref, c'est les deux mêmes qui avait fait la série Galaxy's Edge. Donc, moi, j'avais été quand même un peu critique de la série. La série le comics était so-so, on va dire, mais les romans étaient plutôt de qualité. Les romans Galaxy's Edge, je sais pas si tu te rappelles. Oui, puis on avait retrouvé les mêmes personnages dans Galaxy's Edge que dans Allégeance, c'était le même duo aussi. Fait que là, je sais pas si ça va être encore une fois le même principe. Donc, les personnages au présent, autrement dit pendant la postlogie, là, avec le premier ordre, qui se font raconter des histoires du passé, parce que c'était ça, Galaxy's Edge. Donc, pour l'instant, ça s'annonce être pas mal sur le même principe. Et sinon, ça n'a pas été une annonce, Marvel n'a pas publicisé ça, là, mais les lecteurs assidus de comics comme toi et moi, on a pu voir à la toute fin du dernier War of the Bounty Hunters, le 5/5, cette petite... puis là, j'ai coupé le haut de la page pour pas spoiler la fin.
Mais bon, ça nous dit que la guerre des chasseurs de primes, l'événement, là, dans le fond, c'est terminé. Tout prochainement, on a Crimson's Reign qui va commencer, une mini-série là, sur un autre syndicat du crime là, qu'on connaît bien. Et la nouveauté, c'est ça, c'est qu'on nous annonce que ça va être une sorte de trilogie et qu'en 2022, on va avoir une autre série qui va s'appeler Hidden Empire. Donc là, on ne sait pas si ça va être comme Crimson's Reign. D'après ce que j'ai compris, c'est vraiment une mini-série. Alors que War of the Bounty Hunter, c'était un événement, là, ça englobait toutes les séries. Fait que Hidden Empire, on ne sait pas encore ce que ça va être, mais bref, ça va être une conclusion sous forme, c'est ça, d'une espèce de trilogie. Donc voilà pour les nouveautés. Si ça sera aussi la conclusion de cet arc entre épisodes 5 et 6. Quoi. Est-ce que après cette conclusion-là, ils vont embrayer sur un nouveau reboot des comics dans la période post-Retour du Jedi ou je sais pas. C'est vrai que ça serait très possible. Ça ferait rapide quand même, mais c'est vrai que la période est courte aussi, là, temporelle, entre le 5 et le 6. Hein. 2015-2020, oui, t'as raison, ça ferait un peu court. Ouais. Ça ferait rapide, mais d'un autre côté, on a reproché beaucoup à l'autre période d'avant que ça a été tiré, là, avec 75 numéros là, pour l'autre série Star Wars. Disons que ça a tourné en rond par bout. Même chose avec la Afra aussi, là. Il y a certains arcs là, que... Et sinon, bon, avant de passer, c'est ça, au sujet d'aujourd'hui, on va rappeler les sorties pour la 3e vague de la Haute République. Là, donc, janvier 2022, le roman adulte Fallen Star, le roman jeunesse Mission to Disaster, et en février, le roman jeune adulte Midnight Horizon, et le 2e manga, donc, de la série, ça va être une genre de série de The Edge of Balance. Donc voilà pour les actualités littérature. Du coup, je sais pas si j'ai un truc qui me passe par l'esprit. Là. Il y a, en Amérique du Nord, là, ça fait 2-3 jours où il y a le nouveau donc Star Wars Ronin, le dernier roman Star Wars qui est sorti. Là. Donc je sais pas, j'ai pas encore lu, mais donc c'est la toute dernière sortie Star Wars. Quoi. Ouais, rattaché à Vision, là, au premier épisode de Vision. Ouais, fait que si je te demandais pour ce qui est du roman qu'on va critiquer, Out of the Shadow, de nous lire le synopsis de l'éditeur. Ah, ok. Ok, alors. Les secrets les plus sombres sont les plus difficiles à amener dans la lumière. Sylvestri Yarrow est en pleine série de malchance, sans en voir le bout. Elle a fait de son mieux pour que l'entreprise familiale de fret continue de fonctionner après la mort de sa mère, mais entre les dettes qui s'accumulent et les attaques incessantes des Nils contre des vaisseaux insoupçonnés, Syl est en danger de perdre tout ce qui lui reste de sa mère. Elle se dirige vers la capitale galactique de Coruscant pour demander de l'aide, mais elle est détournée de son chemin lorsqu'elle se retrouve au milieu d'une querelle entre deux des plus puissantes familles de la République à propos d'une zone de l'espace à la frontière. Être emmêlée dans des affaires politiques est la dernière chose que souhaite Syl, mais la promesse d'une grosse récompense suffit à la rendre intéressée. Pendant ce temps, les chevaliers Jedi Vernestra Rwoh a été convoqués sur Coruscant, sans savoir pourquoi ni par qui. Elle et son padawan Imri Kantaros arrivent à la capitale en compagnie du maître Jedi Comac Vitus et de son padawan Reath Silas, et sont requis pour aider au conflit de propriété à la frontière. Mais pour quelle raison ? Qu'y a-t-il d'aussi important à propos d'une zone vide de l'espace ? La réponse donnera à Vernestra une nouvelle compréhension de ses capacités et ramènera Syl dans le passé vers des vérités qui sortiront finalement des ténèbres. Voilà. Excellent, merci. Avant de passer à nos critiques sans spoilers, peut-être mentionner les specs, comme j'aime dire. Donc, Out of the Shadow, c'est un roman de Justina Ireland. Donc, c'est cette dame-ci, c'est pas une inconnue dans le petit monde de Star Wars, c'est elle qui nous a fait, mais jusqu'à maintenant, enfin, elle nous faisait du stock jeunesse. Donc, elle avait fait Une épreuve de courage, qui est le premier roman là, jeunesse de la Haute République. C'est elle qui avait écrit Le Globe du Solstice, qui est, dans le fond, c'était dans la série Le vol du faucon. Là. C'était un des romans jeunesse de cette série-là. Il y avait eu Spark of the Resistance aussi, qui se passait entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Donc, en attendant l'épisode 9. Mais voilà, c'est ça, c'est son premier saut là, en jeune adulte. Côté chronologie, bon, on est toujours en moins 231. On est après The Rising Storm. Quelques temps après, donc deuxième vague de la phase 1 pour le mettre
En images, là, on peut voir ici l'infographie préparée par nos homologues, nos collègues et partenaires de Star Wars Holonet. Donc, on les remercie. On peut voir, c'est ça, qu'on est à la toute fin, si on peut dire, de la période de la deuxième phase, de la deuxième vague, hein, de la première phase. Ça, on va se tromper souvent là-dessus. Donc, on est après la fameuse foire de la République. Mais on est avant l'audiodrama Tempest Runner, dont on discutera plus tard. Donc, voilà pour la chronologie. Côté matériel, hein, parce que pour les collectionneurs comme nous, c'est important. On a 3 éditions, là, une édition exclusivité Target, une exclusivité Walmart et la régulière. Moi, pour une fois, honnêtement, je préfère la régulière parce que je trouve que les deux autres représentent en rien le roman. Vraiment, je trouve que c'est de la... Honnêtement, acheter les deux autres, je trouvais que c'est de la fausse représentation, mais bon. Oui, c'est vraiment de la com. On en parlera plus tard en partie spoilers. Est-ce que tu les as prises, toi, généralement, les Target et Walmart, tu les achètes aussi ou... Non, c'est ça, moi c'est en français que je les achète, donc je les prends en audio en anglais et j'achète le format physique uniquement en français. Sinon, ça me ferait 2 bibliothèques, tout en double. ça, je trouve que ça ferait beaucoup quand même. Sinon, je vous ai préparé aussi une petite infographie au niveau, pour vous montrer, c'est ça, que il y a un aspect suite quand même. On peut quand même dire que Out of the Shadow, c'est la suite de Into the Dark. Et on voit la couverture du 3e aussi là, pour le mois de janvier, donc Midnight Horizon. Vous remarquerez peut-être qu'il y a un personnage qui est sur les 3. Donc vraiment, je ne sais pas si on va pouvoir dire que c'est une trilogie ou bref, qu'on suit toujours ces personnages-là. Mais disons que en tout cas pour le prochain, ça semble assez évident là, que ça va être en bonne partie autour de lui. On verra pour Out of the Shadow qu'est-ce qu'il y en était. Sinon, en termes de comparatif, nos notes de la dernière fois, tu vois, moi je lui avais mis un 15 sur 20 en pleine ténèbres. Puis après ma relecture en français, je maintiendrai ma note. Là, je trouve que c'est pas mal. À 75%, c'est quand même une bonne note. De ton côté, je t'avais mis un 88% ou un 17,5? 17,5, ouais. J'avais beaucoup aimé cette lecture, ouais. Puis il y a des gens qui ont préféré En pleine ténèbres à La lumière des Jedi. Moi, c'est l'inverse, mais je comprends pourquoi, parce que c'est deux romans très, très différents. Puis dans En pleine ténèbres, on avait quand même déjà toute la base de La lumière des Jedi. Fait qu'il y a cet aspect-là, là, il y avait quand même beaucoup de construction, c'est là qu'apparaissaient les Drengir et tout ça. Mais voilà. Fait que... Light of the Jedi a fait plus l'unanimité que Into the Dark, qui a un peu plus divisé. Je pense que c'est un petit peu comme là, Out of the Shadow versus The Rising Storm. C'est 2 styles très différents, on va en parler, mais fait que là, je pense que les gens, des fois, comparent un avec l'autre. Ce qui est pas toujours la bonne chose à faire. Comparer un adulte avec un young adulte. C'est ça. Voilà. Fait qu'écoute, si je te demandais, en te rappelant qu'on est en partie non-spoilers, en général, qu'est-ce que tu as pensé du roman? Est-ce que tu es satisfait? Si tu me le permets, j'aimerais revenir sur l'autrice déjà, sur Justina Harland. Oui. Donc, comme tu as dit, c'est une auteure américaine qui est très très connue dans le roman young adulte, mais elle est aussi très connue pour mettre en avant des persos féminins et des persos des minorités en fait. Elle est très engagée pour tout ce qui est contre le racisme, le sexisme et toute autre forme de discrimination. Du coup. Donc elle est vraiment pro-diversité et ses œuvres young adulte le montrent totalement. Quoi. Et c'est vraiment un bon point. Ouais, c'est flagrant. C'est flagrant, exactement. Donc, déjà, j'avais beaucoup aimé son premier livre, c'était Test of Courage, donc qui était plus en jeunesse en fait, que j'avais vraiment, vraiment adoré. Celui-là, le Out of Shadows, alors j'ai bien aimé quand même, j'ai quand même pas mal aimé. Je trouve qu'il est un poil long pour un young adult, c'est quand même près de 10h30 d'écoute pour l'audiobook, donc c'est quasiment la longueur d'un adulte presque. Donc pour un young adulte, c'est relativement effectivement, je pense que ça doit être l'équivalent peut-être d'Étoile perdue ou il y avait eu Soulèvement rebelle aussi là. Voilà. Sur Jyn Erso qui était quand même assez volumineux. Donc un roman dense, mais son écriture je la trouve vraiment agréable. Donc très très agréable à lire. Le roman j'ai trouvé évidemment moins épique que The Rising Storm qui est vraiment le blockbuster du truc. Là c'est vraiment un roman plus intime, plus focus sur un petit groupe de personnages, donc je pense que ça va plaire à ceux qui critiquaient un petit peu les adultes qui partaient un peu trop dans tous les sens. Là c'est vraiment focus sur un groupe de persos.
Et donc ouais, il est beaucoup moins choral que les adultes, c'est ce que je voulais dire. Et ouais, il suit un peu le principe des young adultes comme Test of Courage ou Into the Dark, quoi. Il y a moins d'action, mais on est plus sur les relations entre personnages, avec beaucoup de dialogues. Les dialogues que j'ai trouvé très savoureux aussi, j'ai beaucoup aimé les dialogues entre personnages, quoi. Avec les thèmes young adultes sont là, elle coche vraiment tous les props des romans young adultes. T'as des héros et des vilains majoritairement adolescents ou jeunes adultes, non? T'as les thèmes qu'on retrouve dans les young adultes, t'as tout ce qui est apprentissage, découverte de soi, les relations amoureuses, amicales, comment dealer avec la perte d'un proche, par exemple. Tout ça, les conflits familiaux, tout ça. Enfin, le livre coche vraiment toutes les cases, mais Justina Harland a une plume vraiment, encore une fois, très agréable à lire, donc vraiment une très bonne lecture, quoi. Alors évidemment, il y a quelques points négatifs que j'ai trouvé un petit peu... mais vraiment, encore une fois, c'est pour chipoter, hein, comme dans le podcast précédent, c'est vraiment histoire de critiquer quelque chose. Et j'ai trouvé le roman un poil long, avec des passages un poil longués. On verra dans la partie spoiler encore une fois, mais on passe énormément de temps à parler d'une mission en particulier pour au final rapidement expédier comme mission, quoi. On met plus de la moitié du roman à exposer la mission, à poser les enjeux, à en parler, et au final pas grand chose, j'ai trouvé. Enfin, bon, c'est peut-être gros max de page, là. Ouais. La mission comme telle. Ouais. Voilà. Bon, pour ce qui est un peu négatif, les covers exclusives, tu l'as dit, hein, mais bon, elles sont très jolies, mais elles sont un peu mensongères, je trouve, et je trouve que plus ça va, et plus je trouve que Lucas Book, que j'imagine que c'est, ils font souvent des variantes comme ça, un peu hors sujet. Je me rappelle d'une variante sur les comics de High Republic avec Yoda en couverture, alors que Yoda n'était pas du tout présent dans le truc. Alors elles sont très jolies, c'est vrai. Dans les comics, c'est d'autant plus quasiment une tradition, là, surtout des variantes. Là, donc très très souvent, on a des variantes avec des personnages qui sont pas du tout dans l'histoire. Mais je trouve ça... pourquoi ils prennent pas un moment du bouquin ou un moment... comme ils ont fait pour The Rising Storm, là, la couverture exclusive que tu avais était magnifique. Et ça faisait partie, c'était la bataille finale de Rising Storm, du coup ça correspondait au truc. Là, ils auraient pu prendre des moments épiques, parce qu'il y en a quand même des moments épiques dans ce livre, pour faire des couvertures un peu plus travaillées, que là c'est vraiment mettre des nails, alors que bon... Bref, on verra. Ouais, c'est ça, on en parlera. On en parlera en partie spoilers. Voilà, mais à part ça, un très bon roman. Les personnages, c'est vraiment, j'aimerais souligner ça, c'est les nouveaux que ce soit les nouveaux personnages, donc Seal et les autres, la famille Graff, donc on a parlé dans le résumé. J'ai trouvé vraiment les nouveaux personnages intéressants. D'ailleurs, je me suis souvent fait la réflexion à chaque fois dans Star Wars, que ce soit en littérature ou même en film, en série, tout ça, ils arrivent toujours à créer de nouveaux personnages inédits et à nous les faire très attachants et très intéressants, quoi. Enfin, c'est ça, à chaque fois, je suis toujours impressionné, quoi. Ouais, des personnages que tu as envie de revoir dans d'autres romans ou d'autres. Donc ça, et puis les anciens, donc on revoit évidemment énormément d'anciens personnages. Donc le fait de là, ça fait presque 8 mois, 10 mois qu'on les suit, donc là on devient de plus en plus familier avec eux, et les retrouver, ça fait toujours plaisir, quoi. Donc voilà, et ce roman fait aussi un peu, je sais pas si t'as trouvé ça, un petit côté réunion de persos d'autres romans. Donc là ils ont réuni vraiment tous les romans, que ce soit les adultes, les jeunesses, les young adultes. Donc là il y a vraiment un peu tout le monde dans celui-là, et ça fait plaisir, quoi. T'as fait un peu un crossover avec tous les autres romans. surtout d'Into the Dark et de A Test of Courage. Voilà. Donc voilà, après il y a quoi? Il y a le côté politique aussi qui est assez présent. C'est le livre le plus politique du so far, je dirais, là, de The High Republic. Et ça, c'est très intéressant, donc ça ouvre encore une porte à voilà. Puis voilà, donc pour la critique sans spoiler. Un petit dernier mot, excuse-moi, tu peux me couper si jamais je suis un peu lent, mais c'est sur la forme, en fait. Je voulais parler de la forme de l'audiobook, peut-être que toi aussi tu avais 2-3 mots à dire sur ça. C'est vrai, non, j'avais oublié de me le noter, mais tu as tout à fait raison de le mentionner. Vas-y. Voilà, alors donc, comme c'est pas la première fois, mais comme dans Race to Crestport Tower, en fait, le roman jeunesse de la deuxième vague, il y a ni effet sonore ni musique pendant l'écoute du livre. En fait, c'est juste la narratrice qui lit le livre, tout simplement. Alors il y a quand même une toute petite intro musicale au début et à la fin du livre,
Mais et c'est d'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est une musique inédite. Je me rappelle de la première vague. Moi, me disais rien. C'était vraiment la fanfare Star Wars, l'ouverture Star Wars comme on la connaît. Là, ils ont mis une fanfare originale. Ben, c'est ça, en fait, c'est qu'ils n'ont pas confié l'audiobook à la même firme qu'habituellement. C'est pas Penguin Random House, là, audiobook. Donc, ça apparaît tout de suite. Hein, dès que le roman commence, on est déstabilisé presque. Mais puis certains ont mentionné le fait que... dénoncé, en fait, plutôt, le fait que non seulement cet aspect-là, là, que la qualité de production est vraiment rien à voir avec d'habitude, et aussi le fait que la narratrice ou l'équipe de production, bref, se sont pas renseignés sur ce qui s'était fait sur les autres, ce qui fait que, par exemple, là, Marchion Row devient Markion Row. C'est un exemple, là, mais certaines prononciations de vaisseaux, d'espèces, des choses comme ça, sont pas comme d'habitude. Donc, c'est des détails, évidemment, puis ceux qui vont le lire en papier en auront pas connaissance du tout. Ouais. Mais voilà, c'est surprenant. On sait pas trop pourquoi. Là, Penguin Random House avait plus de pénurie de main-d'œuvre, je sais pas. Surtout que c'est à la fin, on a les crédits, donc à la fin de l'audiobook, et c'est Buena Vista, donc c'est Buena Vista Productions qui produit cet audiobook. Et Buena Vista, c'est quand même Disney. Et Disney, je pense qu'ils ont quand même les moyens de mettre un peu plus de bif dans la production de l'audiobook. Surtout que quand on écoute du Star Wars, on est habitué à une qualité quand même tip-top, quoi. Donc là, je trouve que c'est un peu abusé que Buena Vista... en fait, on peut juste se croiser les doigts que ce soit pas la fin et que là, à partir de... Parce que, tu sais, en papier, c'est des maisons d'édition différentes aussi, entre les adultes et les jeunes adultes. Donc, c'est Del Rey pour les adultes, puis c'est Disney, Lucasfilm Publishing pour les romans jeunes adultes. Donc là, j'espère juste que c'est pas, mettons, la fin d'une entente et que là, à partir de maintenant, tous les jeunes adultes vont être dans ce style-là. Ça serait dommage. Ça serait dommage, mais moi, ça me fait beaucoup penser. Il y a pas mal d'audiobooks jeunesse édités par Blackstone, c'est une autre production, une autre compagnie de production, qui aussi produisent. Il y avait donc du Join the Resistance, il y avait les Adventure in Wild Space, donc c'est des très bons bouquins. Donc pareil, sans effets sonores, sans musique, mais qui ont une histoire relativement prenante pour qu'on soit quand même emporté, quoi. Donc moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Ça dérange au début. Là, c'est vrai que si tu n'es pas habitué, donc là, tu tombes sur celui-là, c'est un peu rebutant, on va dire. Mais l'histoire est relativement prenante. On finit par s'y habituer, là, après quelques temps, là, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Là. Je comprends la surprise de certains. Et par contre, pour quand même finir sur un truc un peu plus positif, la narratrice, chapeau bas quand même pour la narratrice, donc qui s'appelle Kaylor Lee. Et j'essaie de me renseigner sur elle, et en fait c'est son premier job Star Wars, parce que généralement on retrouve quand même les narrateurs et narratrices sur les audiobooks Star Wars, et là donc c'est son premier boulot pour Star Wars, et je trouve qu'elle s'en sort vraiment, vraiment bien. Oui, au final, c'est ça, c'est pas désagréable à l'écoute. Là, non, complètement. Je trouve que justement le fait que pour les young adultes et les jeunesses, généralement ils prennent des narratrices plutôt que des narrateurs. Alors, c'est une majorité, il y a évidemment des exceptions. Ah, j'ai pas remarqué. C'est par exemple January Lavoie, c'est une narratrice très connue pour les young adultes, et je trouve ça super logique en fait, parce que les personnages généralement ils sont jeunes, donc une voix féminine ça passe beaucoup mieux, et la majorité des persos de ce livre en particulier sont féminins, donc c'est nickel. Et je trouve que même pour les persos masculins comme Zylan, on verra qui c'est Zylan plus tard, il a un ton mais excellent. En fait, je trouve qu'elle a fait très très bien le ton un petit peu bourgeois, très condescendant, tu sais. Ouais. C'est vrai que j'ai pas remarqué, là, on dérape un peu sur les audiobooks, mais je me souviens que Danny et Jean-François, il y a quelques années, mentionnaient le fait que quand c'était des narratrices, ce qui était dommage, c'est qu'il y avait beaucoup plus de mal à faire des personnages masculins, avec une voix grave, évidemment, que quand c'était des narrateurs qui probablement s'aidaient aussi au niveau technique, informatique, mais pour rendre leur voix beaucoup plus féminine. Cette fois-ci, j'ai pas souvenir d'avoir remarqué. Bien évidemment, on entend que c'est une femme qui lit le roman, là. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment pas marqué, là. Donc, empêchez-vous pas de l'écouter à cause de ça. Oui, ils avaient fait ce commentaire pour Ahsoka, si je me rappelle bien, parce que justement, c'était la doubleuse d'Ahsoka, j'ai un trou là, je sais plus comment. Ashton, là, ouais. Ah voilà, Ashton, donc il faisait la voix, donc c'était super sympa, mais effectivement, pour des persos comme il y avait Maul, je crois, dans le roman, je sais plus, masculin, c'était un peu bizarre de l'entendre. Mais dans ce roman, ça gêne pas du tout, quoi. C'est vraiment très très bien. Donc très bonne lecture, voilà, pour finir. Très bonne lecture. J'ai un peu
j'ai un peu plus préféré Into the Dark et Test of Courage, j'avoue. Celui-là, je le mettrais un poil en dessous, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Excellent, tu vois, j'ai beaucoup dans les mêmes notes que toi, là, je vais essayer de ne pas répéter. Puis tu vois, tu as commencé sur les mêmes choses que moi, les attentes et par rapport à l'auteur, etc. C'est drôle hein, qu'on le mentionne tous les deux, mais moi j'ai beaucoup aimé ces autres romans. Bon, évidemment, il y avait beaucoup de jeunesse, fait que faut quand même que tu les lises en tenant compte que c'est du jeunesse, mais j'avais pas détesté du tout là, ces autres œuvres. Et c'est sûr que là, quand j'ai écouté un Star Wars The High Republic Show, qui est sur la chaîne principale de Star Wars, et qui est allé insinuer que si on n'aimait pas son roman, c'est parce qu'on était raciste. C'est sûr que moi, ça a fait mes attentes pour ce roman-là. On fait parce que au final, je l'ai pas. Je pense que c'était du dérapage du gros du mouvement Black Lives Matter. Il faut comprendre qu'on était dans le gros de ce mouvement-là à ce moment-là. Et puis, parce que honnêtement, je vois pas le lien du tout. Bon, le personnage est noir, mais tu sais. Non, vraiment, j'ai pas compris de lien. Mais tu as raison de le mentionner. Il faut quand même dire que c'est à la limite d'une militante. D'après ce que j'ai vu, c'est comme tu disais, quelqu'un de très, très engagé. Donc, fait que. Mais tu sais, ça ne l'empêche pas d'écrire des bons romans s'il y a lieu, là, mais c'est ça. On y reviendra un peu plus tard, mais comme tu disais, c'est des thèmes très. Tu sais, des fois, il y a des jeunes adultes que c'est limite, c'est pas tant jeune que ça. Cette fois-ci, j'ai trouvé qu'on était dans des thèmes jeunes quand même. On est très dans, comment dire, le ressenti face à l'autorité parentale ou l'autorité hiérarchique, etc. Donc, on a Reed avec Kovac, on a Vernestra avec son ex-maître, là, qui se demande pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Stellan Gios. Et on a évidemment le personnage principal par rapport à sa mère. Donc, on en reparlera en spoilers. Côté rythme, tu l'as dit, c'est mollo. C'est vraiment. Puis autant, on vient de lire The Rising Storm, qui est un des romans les plus action-packed non-stop. Et là, on tombe dans celui qui l'est presque le moins. Vraiment, il se passe presque rien dans ce roman-là, en tout cas en termes de scènes d'action. Il y a du lore, il y a vraiment du contenu dans ce roman-là, c'est super intéressant. Il y en a pour tous les goûts, mais il ne faut vraiment pas que vous vous attendiez à une grosse scène d'action non-stop. On n'est pas du tout là-dedans. Puis tu sais, peut-être mentionner les Nihil et les Jedi sont limite secondaires là-dedans. C'est vraiment, là, c'est des personnages qui gravitent là, autour, mais le livre est au sujet, tu l'as dit, politique, mais tu sais, pas politique non plus, le Sénat, puis le chancelier, tout ça. Là, on est politique, les grandes familles industrielles, là, les gros. Fait que plus l'oligarchie que la démocratie, on va dire. Là. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, cet aspect-là. Puis, je trouve que c'est positif parce que c'est quelque chose qui n'est pas assez développé dans Star Wars en général, je trouve. Donc, voilà, chapeau pour ça. Puis, on y reviendra. Moi, tu vois, j'ai quand même trouvé qu'il y avait encore un peu trop de personnages principaux. Puis j'ai pas de problème. Un livre comme La Lumière des Jedi, moi je vois ça comme écouter une série comme Band of Brothers, où il y avait eu les livres Battlefront aussi, là, que les gens se plaignaient qu'il y avait trop de personnages, on savait pas qui on suivait. Mais quand tu suis plus une unité, un régiment, une équipe de baseball, peu importe, mais quand c'est un groupe que tu suis, ben ça se tient. Tandis que cette fois-ci, c'est pas ça. C'est un groupe réduit de personnages, mais qui n'ont aucun rapport entre eux. Là, on a un peu de tout. Et j'ai trouvé qu'on passait beaucoup de temps sur des personnages qu'au final, à la fin, je me disais, ouais, qu'est-ce qu'ils ont amené à l'histoire, là? Ou tu sais, ça valait la peine de creuser autant le développement de celui-là, en tout cas. On en reparlera en spoilers. Mais c'est ça, beaucoup de bonnes idées. Mais c'est ça, je trouve que l'ensemble, il y a un petit côté indigeste là, à la fin. Pourtant, je trouve. Moi, à la lecture de cela, honnêtement, là, rendu peut-être aux 3/4, la moitié, trois quarts, je me disais c'est meilleur que The Rising Storm. Vraiment, je préfère celui-là à l'autre, puis meilleur qu'Into the Dark. Mais c'est ça, on dirait la ou comment ça finit par tout s'imbriquer. Ça m'a déçu. Mentionnons quand même, il y a un développement extrêmement important pour les vilains de cette ère-là, pour les Nihil. Que les gens qui prendront pas ce livre-là, malheureusement,
vont manquer. Écoute, de là, ça va être l'important d'écouter notre future émission bilan là, qu'on va faire sur la deuxième vague, parce qu'honnêtement, c'est crucial là, comme développement. J'imagine que ça va être mentionné dans le prochain livre, là, qu'ils vont rappeler qu'il est arrivé telle affaire. Mais c'est ça, je veux pas trop spoiler. C'est vrai que... Ouais. Ah, pardon. Non, vas-y. C'est vrai que tu me rappelles sur le scénario, c'est vrai que sur la fin, on reviendra encore sur ces passages, il y a des passages vraiment, je me suis des points de scénario un petit peu... ouais. On reste sur notre fin, on va dire ça comme ça. Ouais, bon, on détaillera ça plus tard, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs. Puis moi, le personnage principal, t'en as parlé. Syl. Ouais, moi, j'ai pas réussi vraiment à accrocher, ben franchement. On va pouvoir en parler plus Puis au début, je trouvais ça... Vraiment, au début, j'étais beaucoup plus positif, mais c'est ça, à mesure que ça évolue de moins en moins... C'est vrai que c'est pas la première fois que j'entends là, une critique sur le personnage principal. J'ai lu quelques critiques ici en Amérique du Nord. Et j'ai trouvé qu'il y avait une maladresse, mais là, je comprends que, tu sais, ça, c'est son roman. Into the Dark, c'était le roman de Claudia Gray. Ils peuvent créer les personnages qu'ils veulent, mais moi, honnêtement... au début de ce roman-là, j'étais sûr qu'on était avec le même personnage que dans le roman précédent. Le roman précédent, c'est une jeune femme noire qui finit le roman en devenant capitaine de son vaisseau. Une ex-employée de la guilde de je sais plus comment ça s'appelle, là, mais la guilde quelque chose, là, une entreprise. Fait qu'une jeune femme noire, etc. Là, on commence ce roman-là en nous disant tel personnage, c'est une jeune femme noire, capitaine de son vaisseau, ex de la guilde. Bon, ben, c'est la même. Puis en plus, le prénom et le nom de famille se ressemblent. Oui, c'est vrai. L'autre, c'était Afi Hollow, si je me souviens bien. Puis là, c'est Sylvestri Yarrow. Fait que là, ça m'a pris quand même quelques pages là, au chapitre là, à catcher. OK, non, pas du tout le même personnage. Là. Puis elle est plus âgée aussi. Puis... Mais, fait que je pense qu'ils l'ont fait en connaissance de cause, là, mais puis le roman est plus ou moins une suite, là, c'est Into the Dark, mais c'est ça avec un autre personnage. Déjà dans Into the Dark, je mélangeais Nan, un personnage nihil, avec Afi, parce que c'était deux jeunes femmes qui posaient plein de questions au personnage principal, puis tu sais, des fois je me demandais, attends un peu, c'est-tu Nan, là, ou c'est Afi qui parle, là, tu sais, Puis cette fois-ci, on nous arrive avec un autre personnage pareil encore. En tout cas, c'est un détail, là, mais pour la chimie du personnage, c'est ça, à la fin, j'ai trouvé que ça tombait à plat un peu. Au début, je trouvais ça super intéressant. Elle avait perdu sa mère, mais là, elle en venait même à douter, etc. C'est ça, il y avait... Puis, elle se faisait approcher avec un investisseur quand même intéressant, etc. Fait que, moi, je trouvais que ça partait super bien, ce livre-là. Mais c'est ça. C'est à la fin le constat là, de l'ensemble qui m'a déçu un peu. Si je te demandais sur 20, tu y mettrais quelle note? Moi, je lui avais mis... Attends, j'ai oublié la note que je lui ai mis. C'était 17,5, je crois. Ben, ça, c'est la même note que tu avais mis pour En pleine ténèbres. Fait que c'est quand même oui, non, alors c'est 17, pardon. 17? C'était un poil en dessous de Into the Dark. Ouais. Into the Dark, j'avais 16,5 ou 17,5. Il faut que je retrouve. Bon, t'es con. On se chicanera pas, moi aussi c'est la même chose. Je vais les donner juste une coche en dessous d'Into the Dark. J'avais donné 15, cette fois-ci je vais donner 14. Puis c'est ça, c'est dommage, c'est des petites affaires. Moi, le fait que ce soit plus mollo, ça me dérange pas nécessairement. Justement, The Rising Stone, dans un sens, des fois, je trouvais que ça allait beaucoup trop vite. Là, il se passait trop d'affaires en même temps, tout ça. Mais c'est ça, c'est comme une accumulation de petites affaires qui fait ouais. Tu sais, quand tu penses après, tu te dis ok, ouais, il y avait ça. Fait que dommage, mais pas non plus à éjecter. Là, ça reste une bonne lecture intéressante. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai la note sous les yeux, en fait, ouais, c'est la deuxième lecture, pareil, comme le roman précédent, ça m'a fait rehausser mon avis. En fait, j'avais noté 16,5 la première lecture. Là, la deuxième, en connaissant les personnages et leurs péripéties. Donc, ouais, j'ai relevé à 17,5, 85%. Donc. Bah, quand même une excellente note. Ouais. On n'est pas dans les choses à ne pas lire, on s'entend? Oui. Ouais. C'est excellent. Écoute, on va passer en partie spoilers à ce moment-là. On va mettre un petit avertissement pour les spectateurs.
Voilà, donc ça devrait être pas pire clair qu'on tombe en partie spoilers. Donc, si je te demandais, Jean, si tu pouvais nous faire la lecture du résumé spoilers que tu nous as gentiment préparé. Et on précise encore une fois ici qu'on va résumer, cette fois-ci, c'est 11 heures d'audiobook là, en 400 pages en quelques minutes. Là. Donc, soyez indulgents quand même, on ne peut pas mentionner tout ce qui se passe. On va essayer d'aller relativement vite et compréhensif. Donc le livre nous met dans la peau de Silvestriaro, le personnage principal. Voilà. Son vaisseau donc, a été tiré de l'hyperespace et abordé par les Nihil. Donc elle arrive à s'échapper de son vaisseau avec son équipage, abandonnant son vaisseau et se dirigeant vers Coruscant pour avertir les autorités de l'attaque. Malheureusement, ses démarches concernant l'attaque restent vaines. Sans vaisseau, donc sans un sou, et encore pire, avec des dettes, elle est alors abordée par un riche jeune homme donc, du nom de Zylan Graf, donc le personnage principal du roman. Zylan Graf. Il fait donc partie d'une très riche famille de prospecteurs de lignes d'hyperespace. C'est la famille concurrente des Santeka, elle aussi dans ce business. Donc Santeka. Sil fait un marché avec lui pour pouvoir obtenir des fonds, un vaisseau et couvrir ses dettes. Et en échange, Zylan voudrait qu'elle convainc le Sénat d'organiser une expédition. Cette expédition devra se rendre donc, à l'endroit de l'attaque Nihil pour prouver que tout est normal. En fait, Zylan voudrait louer ce secteur de la galaxie pour sa compagnie. Mais les Santeka, donc la famille concurrente, par le biais de la sénatrice Jira Staros, bloquent l'accès de ce secteur à Zylan. Voilà. Une première partie. Ensuite, pendant la préparation de l'expédition, Sil rencontre le professeur Woke, donc, qui est un scientifique Gungan qui travaille pour les Santeka. Donc, d'après lui, ce secteur tant prisé de la galaxie présenterait une station spatiale / super-arme Nihil capable de tirer les vaisseaux de l'hyperespace. Donc, il pense aussi que la mère de Sil, qui est une ancienne élève du professeur Woke, du Gungan, et qui est spécialiste de l'hyperespace, serait celle qui conduit la construction de la super-arme. Sil, cependant, croit que sa mère morte, tuée quelque temps auparavant lors d'un raid Nihil. Pendant ce temps, pendant le temps de préparation sur Coruscant, Sil réchappe de justesse à une mystérieuse attaque et Woke, donc le scientifique Gungan, par contre, se fait tuer peu après lors d'un attentat. Donc la République se met d'accord avec le Conseil Jedi pour proposer d'envoyer Vernestra Rau, donc la fameuse Vernestra, et son padawan Imri Kantaros pour accompagner l'expédition. Donc Zylan, pensant ne pas être pris au sérieux à la vue de l'âge des deux Jedi, qui sont relativement jeunes. Donc Staros... Je pense qu'elle a 16 ans, puis l'autre 14 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. Qui sont quand même bien jeunes. Donc c'est... comment elle s'appelle donc Staros... merci, j'ai perdu. La sénatrice. La sénatrice Staros demande le conseil d'envoyer donc 2 autres Jedi, donc Comac Pitus et son padawan Rhys Silas, donc héros du précédent Into the Dark, pour accompagner la mission. Donc pendant le voyage, Vernestra va avoir des visions particulières. Ils vont répondre à un appel de détresse sur la planète TK, je crois que ça se prononce comme ça, TK, et on s'aperçoit que les visions de Verne en fait, sont en fait des visions de lieux et de personnes bien réelles. Le groupe va y rencontrer Jordana Sparkburn, voilà, la députée / shérif, c'est un peu ça, une députée, je ne sais pas comment on arrive à traduire ça, de la planète. Elle appartient à la famille Santeka et l'ex-petite amie de Sil, du coup. Donc, coïncidence de fou, quand même. Par la suite... ouais, tu te dis comme ça. Ouais, c'est Star Wars, Voilà, oui, c'est vrai. C'est peut-être la Force qui les a réunis. C'est exactement ça. C'était une remarque que j'allais faire justement dans cette partie-là, c'est que la Force les a réunis et que c'est quand même relativement beau, quoi. Bref. Donc, par la suite, donc, on apprend que la mère de Sil, Chansi Yaros, il y a beaucoup de noms dans ce livre. Donc Chansi, voilà. Donc elle est bien vivante, donc elle est bien en train de bosser sur la super-arme, nommée le Gravity's Heart, et donc bien en association avec les Nihil. En fait, toutes les suppositions du professeur Woke se sont avérées exactes. Aussi, donc on a Lorna Di, donc la fameuse Lorna, qui se trouve être l'amie de Chansi, donc la maman de Sil, c'est ça, qui fait un marché avec Martian Roll pour emprunter Mari Santeka, l'oracle qui maîtrise le path pour les Nihil, la fameuse Mari Santeka, donc qui devrait aider à la construction du Gravity's Heart. Donc Nan, encore un nouveau personnage, donc Nan qui provient aussi d'Into the Dark, une jeune espionne Nihil, est envoyée par Ro
pour s'assurer de la sécurité de Mary Santeca. Notre groupe de héros partent donc en mission et se font vite berner par Zylan qui, au lieu de les amener dans le secteur voulu, les amène dans la propriété privée de la famille Graff. Ils se font là-bas attaquer par les Nihil et sont séparés. D'un côté, on a Seal, Imri et Reith qui sont kidnappés par les Nihil et la mère de Seal, qui fait partie du Raid, et qui sont emmenés sur le Gravity's Heart. De notre côté, on a Vern, Jordana et Comac qui sont laissés inconscients chez les Graff. Et à leur réveil, ils confrontent la matriarche Graff, la grand-mère de Zylan. Donc celle-ci, la matriarche, se dédouane des actions de son petit-fils et fournit à nos héros un vaisseau pour aller confronter les Nihil et récupérer leurs amis. Donc Vern et Jordana abordent la station, combattent les Nihil et vont sauver leurs amis, tandis que Comac, de son côté, appelle des renforts. Donc Vern, qui a entre-temps eu une vision, rencontre la possible source de ces visions, donc, qui est Mary Santeca. Juste avant de mourir de ses conditions de détention, Mary donne à Vern le dernier path, donc qui dirigerait vers une partie spécifique de la galaxie. Mystère. Donc nos héros s'échappent et les renforts Jedi arrivent et détruisent la station. Donc, comme promis par Zylan, Seal obtient des fonds et un nouveau vaisseau. Elle se remet aussi avec son ex-petite amie Jordana et font cap sur Takodana pour y rencontrer Maz Kanata. Vern, de son côté, décide de garder secret le path au Super Mary Santeca et de ne pas en parler au Conseil Jedi. Conseil de plus en plus intrigué par les Nihil et leur capacité à utiliser des fonds de citoyens comme Zylan Graff. L'épilogue, donc, c'est Chansey et Nan, donc Chansey, la mère de Seal, et Nan, l'espionne Nihil, qui ont réussi également à s'échapper de la station avant la destruction. Elles rencontrent la matriarche Graff et font un marché avec elle. Donc Chansey se voit offrir des fonds pour poursuivre ses recherches, tandis que de son côté, Nan décide de trahir les Nihil en leur fournissant des informations. Voilà pour le résumé. Ça va un peu dans tous les sens, mais... Oui, mais écoute, félicitations par exemple parce que tu as réussi une synthèse de tout ça là, assez parfaite, je trouve, en tout cas. Là, on va revenir là, même un peu plus précisément sur tel ou tel sujet. Il y en a quand même encore une fois beaucoup à dire. On va essayer de ne pas faire une émission fleuve comme la dernière fois, mais je le disais tantôt en partie non spoilers, il y a du lore. Donc pour les gens comme moi là, qui aiment ça, les détails, puis la construction de l'univers, les liens, moi j'ai été servi. C'est vraiment... je sais pas si tu veux aborder un premier point, là, je vais te laisser y aller en premier. Tu veux commencer par quoi, du coup? Est-ce qu'on commence par peut-être les personnages justement principaux là, de Seal, puis on peut parler de Jordana aussi. Là. Ok. Donc Seal, on va parler de Seal. Donc, un perso que je trouve très intéressant, du coup. Donc, on voit vite que c'est une jeune femme forte, indépendante, tout ça. Donc, elle est, contrairement au Jedi, elle est très attachée à tout ce qui est matériel. Donc, elle est attachée à son vaisseau et à même à son blaster, qu'elle a même nommé, elle a nommé le blaster BD. Et, ouais. Je trouve ça rigolo. Et alors, on y va direct. Hein, on apprend vite dans le livre qu'elle est gay, voire bisexuelle. Quoi. Ouais, c'est vrai, je pense que c'était bisexuel. Moi aussi, j'avais vu qu'elle sortait avec l'autre, j'avais l'impression, mais je pense que tu as raison, c'est bisexuel. Mais bon, c'est ça. Moi, je vais mettre ça dans la case, là, détail strictement inutile que l'auteur elle voulait mettre dans son roman, mais que ça apporte à rien en tout. Ça apporte rien, mais moi je trouve que ça apporte un peu du background sur le personnage et Ouais, en fait, tout dépend toujours de la manière que c'est amené, là, mais en tout cas, je vais te laisser continuer sur elle, mais c'est ça, j'ai trouvé que dans sa construction de personnage, mais moi, je le trouvais très intéressant. C'est pour ça que je déplorais tout à l'heure le fait que ce soit encore exactement le même profil que dans le livre précédent, l'autre personnage, parce que je me disais, il y aurait pu juste changer, ne serait-ce qu'elle ne travaille pas pour la même entreprise. Changer un détail, quelque chose. C'est vrai que c'était très similaire. Mais tu sais que j'ai eu le même souci que toi, c'est qu'au début, la première écoute, j'ai vraiment cru que c'était le même personnage. Quoi, ouais, c'est ça. Déjà, on sait que Reith revient. Fait que, bon. Honnêtement, la seule différence avec l'autre personnage, il y a peut-être l'âge, mais ça, ils nous le disent pas exactement. Là, cet âge-là. Et la coupe de cheveux, c'est la couverture. Mais tu sais, une coupe de cheveux, là, ça change. On a Stellan Gios aussi, que dans le premier roman, il n'y a pas de barbe, puis là, maintenant, il y a une barbe. Donc, tu sais, voilà. C'était mon détail de chialage. Là.
Mais la relation avec Jordana est intéressante, par exemple. Oui. Ça, je tiens à préciser. Donc dès le départ, on nous dit qu'elle était avec son ex-petite amie Jordana, qu'elles se sont séparées, tout ça. Et d'ailleurs, dès le départ, il y a aussi des petits mots. Moi, j'aime bien de retrouver ces petits mots quand on rencontre, comment elle s'appelle, Verne pour la première fois. Alors Verne, qu'on va appeler Verne pendant toute la critique, mais qu'elle-même n'aime pas être appelée Verne, elle veut être appelée Vernestre. Elle n'aime pas être appelée par ce surnom. Mais... Ouais, ça c'est le typique là, des jeunes qui veulent prouver qu'ils sont plus jeunes. Là, donc, c'est ça. Donc ouais, j'ai bien. Alors oui, la critique que j'ai lue souvent sur ce personnage, c'est qu'en fait c'est un personnage trop plat. C'est qu'en fait elle est entourée de personnages extraordinaires. Donc t'as des Jedi. Mais tu parles de Sylvestri? Non, pardon non, de Syl, pardon. Oui, Sylvestri. Ok. J'étais plus sûr que c'était sur Vernestra ou Syl. Ouais. Non, pardon. Je reviens sur Syl. C'est la critique que j'ai souvent revue passer dans les critiques que j'ai lues ici. Je les comprends vraiment, je comprends cette critique, que c'était un personnage relativement plat, qu'elle avait vraiment, tu vois, c'est ni un Jedi, c'est ni elle a pas de spécificité particulière, elle est pas super balèze en mécanique, elle est pas super balèze en pilotage, elle est relativement average là, comme ils disent ici. Mais moi justement c'est ce qui m'a plu, c'est qu'en fait le lecteur et qui plus encore les lectrices vont pouvoir s'identifier grandement à ce personnage. En fait c'est vraiment un petit peu une coquille vide entourée de personnages extraordinaires. Donc t'as des Jedi, t'as des riches familles, et elle est au milieu de tout ça, au milieu de tout ce qui est politique, scientifique. Il y a vraiment des grandes figures, et elle est un petit peu paumée au milieu de tout ça. Et pour la représentation et pour la représentation des lecteurs, moi j'ai trouvé ça relativement... Oui, c'est vrai, parce que ça, c'est pas à rien d'exceptionnel, elle n'a pas un background. Tu sais, souvent, on va voir des personnages qui ont été traumatisés puis qui ont perdu leurs parents jeunes. Là, c'est beige. Ouais. C'est vrai que c'est un personnage average est le bon terme, là. Ici, on dirait un anglicisme, mais c'est ça, très... Moyen, mais moyen, ça fait un peu péjoratif, quoi. C'est pas un peu péjoratif. Ouais, mais c'est quand même au niveau de sa personnalité. Tu sais, une fois que tu as compris, oui, c'est une femme forte, indépendante, elle n'a pas eu le choix pour survivre dans le monde dans lequel elle vit. Mais elle n'a rien... Tu comprends? Elle n'a pas de punch, un trait de personnalité qui ferait... tu sais, par exemple, dans le roman précédent, je repense au pilote, là, il s'appelait Gios, quelque chose comme ça, là. Celui qui était l'adulte dans le groupe, là, il y avait il y avait des détails qui faisaient que tu te souviens de lui. Mais effectivement, Sylvestri, je me demande, c'est l'héroïne de ce livre-là, parce qu'on ne se cachera pas, c'est vraiment elle le personnage principal. Syl et Verne, je dirais, ouais. C'est un peu les deux principales. Ouais, puis honnêtement, si on la revoit pas après, à mon avis, on va la revoir. Mais si on la revoit pas, je me demande est-ce qu'on va s'en souvenir. C'est dommage. C'est dommage. Elle a un petit côté... je sais pas si tu as fait la même remarque. Elle a un petit côté vite fait. Han Solo, parce qu'elle a un petit peu... un petit peu, ouais. Une pilote, un peu moins rebelle. Un peu rebelle. Elle aime beaucoup la picole aussi. Je sais que il y a beaucoup de passages où elle se réveille, elle est en lendemain de veille. Voilà, lendemain de veille, voilà, elle a un peu un hangover. Là, mais sans la malhonnêteté d'Han Solo, hein, par contre, on va préciser, c'est quelqu'un de beaucoup plus intègre. Pour elle, là, ouais. Il y a un petit détail, c'est qu'elle parle plusieurs langues. Alors ça, c'est vraiment dit, c'est une phrase qui sort ça. Donc elle parle plusieurs langues, dont le Shwi'wook. Donc voilà, elle a quand même une petite particularité, quoi. Elle est multilinguiste, quoi. Donc voilà. Et donc, elle aime beaucoup les holodramas, ça, j'ai trouvé ça rigolo. Donc il y a vraiment des holodramas, donc c'est genre des séries comme des dramas comme on a dans notre monde. Sauf que des holodramas un peu romantiques, quoi. Donc elle aime un peu ça, quoi. Il y a plusieurs mentions à ça, j'ai trouvé ça rigolo, quoi. Donc, et d'ailleurs, bon, alors, moi je connaissais un petit peu l'autrice avant de commencer le roman, donc évidemment je m'attendais au thème abordé, quoi. C'est un livre que j'ai trouvé féministe, mais je m'y attendais, quoi. Je m'y attendais vraiment, et j'ai quand même beaucoup aimé, quoi. Il n'y a pas de souci sur ça. Je sais que ça va sûrement gueuler dans les chaumières, j'imagine, quand certains vont lire ce livre, quoi. Ouais, j'ai pas trouvé. Moi, c'est ça. On peut en parler tout de suite. Moi, c'est ça. Ce que je mentionnerais à propos de ça, c'est que c'est pas spécialement elle uniquement, parce que elle est aussi embauchée par quelqu'un.
On s'entend, elle reçoit le contrat d'écrire quelque chose et les gens relisent avant de publier. Donc, on s'entend, c'est pas un tweet sur Twitter, là. C'est un roman. Et moi, c'est sûr que l'utilisation de Star Wars par des auteurs très engagés, mais toujours engagés de la même idéologie, et dans les dernières années, malheureusement, toujours des thèmes, je trouve, aucunement universels. Je trouve qu'on est dans de la... Ben, même pas dans de la politique, plus du socio-politique, là, ultra américain, ultra extrême gauche américaine. Et on a un autre membre de l'équipe de la Haute République comme ça, c'est Daniel Rosé-Holder, et qui se servent de leurs livres pour passer des messages. Puis pas nécessairement des messages là, grands comme une maison. Tu sais, c'est pas... Mais des petits aspects. Tu sais, moi, honnêtement, c'est ça, c'est de faire les liens entre Star Wars et notre vie réelle. Puis là, certains vont dire, ben, Star Wars, ça a toujours été ça. Hein, déjà, c'était une allégorie aussi de l'Amérique au Vietnam, etc. à l'époque. Mais être anti-guerre, je m'excuse, mais c'est un thème universel et intemporel. Tu comprends? La guerre, la paix, la souffrance, l'amour, etc. Star Wars, c'était des choses universelles. Et c'est ça, moi, dans les dernières années, je trouve que souvent, on tombe dans des détails très, très, là, que quelqu'un en Russie qui lit ça, mais va se dire, tu comprends, qu'est-ce que c'est ça? Et ça, moi, je trouve que ça illustre le décalage qu'il y a de plus en plus et le clivage en Occident, je parle, entre le milieu universitaire et le milieu médiatique, souvent, qui est très, très, très éloigné de ce que monsieur, madame, tout le monde, par exemple, en campagne, va entendre parler puis va réaliser. Donc, ça va beaucoup vite. Donc, c'est ça qui fait les gros clivages. Et je trouve ça plate que Lucasfilm endosse ça et se serve de ça. Mais encore une fois, je suis pas en train de dénoncer l'œuvre et de dire lisez pas ça. Là. C'est vraiment des petits détails. Là. Donc, moi, je trouve insignifiant. Ça ne me dérange pas. C'était la même chose quand on avait un personnage, c'était quoi, le non-binaire dans d'autres Oui, dans le comic. Dans Star Wars, c'est des extraterrestres, je m'en fous que Lando couche avec une Twi'lek, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Mais, moi, je fais partie de ceux qui s'intéressent à Star Wars pour déconnecter de mon monde réel. Pour beaucoup de gens, je crois que Star Wars a un effet vraiment, là, limite antidépresseur, là, qui vraiment permet de déconnecter. Donc, quand on ramène les gens à la réalité, de notre vie quotidienne avec des choses comme ça, c'est là que ça me dérange, tu sais, mais comme je vous dis, je pense que quelqu'un qui connaît pas l'auteur et puis qui lit le roman sans s'y intéresser, tout ça, à tous les débats de société qu'il y a en ce moment, mettons quelqu'un qui lit le roman dans 15 ans, va lire ça, puis je pense pas qu'il remarque rien de spécial. Tu sais, c'est même moins... Ultimement, c'est moins pire que George Lucas qui avait mis la réplique là, de « Si vous êtes contre moi, si vous êtes pas avec moi, vous êtes contre moi ». Ça, c'était une réplique de George Bush. Il avait mis ça dans Revanche des Sith. Fait que c'est moins évident que ça. Là. Ça saute moins aux yeux. Fait que c'est ça. Moi, honnêtement, je m'attendais vraiment à pire que ça. Vu ces entrevues qu'elle avait faites, tout ça, puis tout ce qu'elle publie sur Internet, je m'attendais vraiment à un pamphlet politique. J'ai trouvé que c'était très raisonnable quand même. Fait que, comme tu dis, elle a peut-être été contrôlée, je veux dire. Ah, ben ça, on le saura pas. Hein. Supervisée. Ça, on le saura pas, mais vu les décisions de Lucasfilm dans les dernières années, je pense pas qu'il ait censuré grand-chose. Surtout, je trouve que la Haute République, elle est très branchée quand tu vois les héros principaux de toutes les œuvres de la Haute République qui sont... Ouais. Là, évidemment, moi, puis les gens qui écoutent les émissions le savent, là, moi, je suis vraiment anti-quota, anti-discrimination. Je veux dire, donnez-moi de la qualité, peu importe, donnez-moi des personnages bons, des histoires bonnes. Mais effectivement, Lucasfilm est plutôt dans une logique de quota en ce moment et de vraiment, là, faut aller chercher des minorités. Donc là, le personnage principal peut cocher, dans le formulaire, à peu près 5 minorités, là. Et puis, il manque juste un handicap physique évident, là, puis ça serait parfait. Là, tu comprends? Là, le gouvernement serait content. Là. Il l'embaucherait demain matin. Fait que, tout ça pour dire que je trouve pas ça... Moi, c'est ça que le personnage soit noir. Qu'est-ce que... c'est un livre en plus. Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie?
Fait que, d'accord. Moi, c'est juste ça, le fait que ce soit presque un copier-coller d'un personnage du roman précédent, ben là... C'est un peu trop similaire, ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais j'ai trouvé que l'auteur, c'était peut-être elle-même quand même bien contrôlé. Là. Moi, ça m'a pas dérangé, mais t'as raison. Il y a peut-être des gens qui ça va accrocher, mais honnêtement... Et même, je sais pas si t'as remarqué le vaisseau final qu'elle a en poche en fin de roman, il s'appelle le Vengeful Goddess, donc la déesse vengeresse, tu vois. Et j'ai souri lors de la lecture. Ah ouais, tu vois, j'ai pas accroché, mais j'ai trouvé que ça fitait avec le personnage. C'est ça, c'est vraiment une femme forte, indépendante. Ouais. Et puis, c'est ça, moi, je vois aucun problème spécialement. Là, mais tant mieux si ça inspire, par contre, des gens, parce que ce soit Marvel, Disney, peu importe, je comprends que aussi ils essaient de cibler des clientèles. C'est un Shang-Chi là, qui est sorti au cinéma, là, on s'entend que c'est pour la Chine. Là, tu comprends? C'est pas moi qui est ciblé. Là. C'est vraiment le public chinois qui est ciblé. Donc, Justement, je trouve qu'on n'est pas vraiment... on n'est pas vraiment le public cible de ce genre de romans, et ça serait intéressant d'avoir des avis de jeunes lectrices déjà. Donc c'est un young adult quand même, donc pour savoir ce qu'elles en ont pensé. Moi, je m'intéressais à ça justement, fait que je suis allé lire des critiques de critiques plus jeunes et des femmes entre autres. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est ça. Mais là, je comprends que dans des vidéos ou même à l'écrit, c'était pas des thèses de doctorat la critique, là, c'était quelques lignes, tout ça. Mais je trouve ça dommage qu'on me dise c'est bon parce que le personnage est bisexuel. Non, ça peut être bon, là, mais pas à cause de ce. Qu'on le répète, c'est vraiment des détails, quoi. C'est des détails qui. C'est ça. Dans l'or qui passent très très bien, je trouve. C'est ça, non. Mais je suis d'accord avec toi, c'est clair que certains vont plus se rejoindre. Puis, je l'ai dit déjà avec c'était Queen Sparrow, qui pour moi est le pire roman du canon. Mais je sais que certaines l'ont bien aimé. Ah, j'ai vu. J'ai beaucoup aimé. C'est ça. Mais sinon, les autres personnages, depuis tantôt, on parle de Sylvestri, Jordana. Comme tu dis, qui est un genre de shérif, en tout cas, c'est une figure d'autorité, là, on va dire. Jordana, mais sinon, côté de Jedi, moi, honnêtement, puis tu sais, c'est une autre création de la même auteur, mais je l'adore. Vernestra, moi, c'est un personnage que j'adore, j'ai beaucoup aimé dans Into the Dark. Elle apparaît vraiment très brièvement dans les comics jeunesse. Mais sinon, dans celui-là, j'étais vraiment content de tout le développement qu'on avait sur ce personnage-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vernestra, je trouve que... Puis c'est clair qu'on va la revoir. Là. Clairement, ça va être un personnage clé dans la Haute République. Ouais, tu voulais ajouter? Oui, sur Verne, vu que tu lances sur Verne. Donc justement, j'avais noté ça. Au fur et à mesure des livres, elle a un rôle de plus en plus important. Et vu ce qui lui arrive là à la fin de celui-là, ça la met vraiment dans un rôle vraiment prépondérant pour la suite. Quoi. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va arriver avec elle. Exact. Parce que, tu sais, comme tu dis, il y a les visions. Et là, de plus en plus aussi, elle cache des choses au Conseil Jedi. Oui, voilà. Au début, ça a l'air des petites choses, de rien d'important. Son sabre laser qui est un peu spécial, là, qui peut se transformer en fouet. Ah oui, j'avais vraiment envie de laser. Donc ça, au début, ça dit, elle l'a pas encore dit au Conseil parce qu'elle veut pas attirer l'attention là-dessus, alors qu'il y a d'autres choses plus importantes. Mais là, il y a ses visions aussi qui sont ça. On avait ça aussi dans... C'est-tu la lumière des Jedi? Ouais, c'est ça, avec l'autre personnage, là, Elzar. Ah oui, Elzar. Alors, j'ai trouvé que Elzar, lui, avait plutôt des visions du futur, tandis qu'elle, elle a vraiment des visions un peu à la Dune, j'avais envie de dire, à la Paul Atreides, quoi. Elle a vraiment une vision plus éloignée, de vraiment de vrais lieux et de vrais personnages qui existent vraiment. Et c'est comme si son esprit, en fait, même les autres le décrivent comme ça. C'est comme si elle était en train de méditer, son corps est là. Il est plus sensible à la force, donc c'est comme s'il était mort en quelque sorte, mais son esprit est vraiment à l'endroit réel en fait. C'est vraiment bizarre comment c'est décrit. Moi c'est drôle parce qu'en écoutant ça me faisait penser à la série comique, la sitcom américaine Scrubs, que je sais pas si tu connaissais, là, mais une série médicale mais humoristique des années 2000. Et le personnage principal partait toujours dans ses pensées. Là. Mais tu sais, les gens le regardaient, il était figé, puis il était dans ses pensées. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Ouais. Ben justement, si c'était sur Verne, là, j'avais 2-3 trucs à mentionner. Déjà, donc il y a ces visions. Il y a aussi le fait que, ça j'ai trouvé ça super intéressant aussi, qu'elle a des doutes. Donc elle est maître Jedi, donc elle a 17 ans dans ce livre-là. Elle est devenue chevalier Jedi à 15 ans.
Et c'est la plus jeune chevalier Jedi de l'ordre, jusqu'à maintenant, quoi, apparemment, 15 ans. Et elle a eu son premier padawan à 16 ans, je crois, donc Emari. Donc elle a récupéré après les aventures de Test of Courage. Donc quand on est dans la continuité, c'est vachement agréable de suivre son évolution, quoi. Ouais, et donc Emari... On s'attache tout de suite à ce personnage-là. Ouais, oui, complètement. Je crois que ça va devenir un vrai fan favorite, là. Mais ça l'est déjà pour moi, pour toi aussi. Ouais. Mais, c'est ça, elle... Corrige-moi si je me trompe, mais là, je pense que c'est précisé. Il y a des discussions dans ce roman-là. Justement, on a un personnage bisexuel, etc. On a un couple aussi. Donc là, il y a des discussions sur la sexualité et elle en vient à la conclusion qu'elle est asexuelle. Ah, t'as vu, j'ai pas lu de la même manière. Tu vois, ça, c'est le genre de détail que je me suis dit, d'accord, mais ça, qu'est-ce que ça apporte à Star Wars? Pour moi, j'ai juste lu comme quoi elle était pas, qu'elle a pas d'expérience dans ce domaine-là. Je pense que c'est qu'elle a aucune. Puis après ça, il y a le roman, une chose. Il y a le roman, mais après ça, il y a Lucasfilm qui est venu confirmer la chose. Tu comprends? Quand il y a les journées internationales, je ne sais plus c'est quand, là, mais de la fierté, etc. Donc là, ils sont venus confirmer ça. Fait que c'est juste quelqu'un qui n'a pas aucune attirance sexuelle. Il peut avoir des attirances, si je ne me trompe pas, plus intellectuelles, mais juste pas physiques. J'ai trouvé, oui. Moi, encore là, j'ai fait, il est où le formulaire? Clic, on va cocher personnage asexuel, voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Moi, le clientéliste. Mais j'adore le personnage, là, c'est vraiment... c'est juste... Ouais. C'est marrant, j'ai pas du tout... Mais c'est sûr que là, t'as des gens, dans la vraie vie, qui se reconnaissent à ça, puis que là, vont pouvoir se reconnaître à ce personnage-là. Fait que je comprends là, pourquoi ils font ça. C'est juste que pour le 99,9% du reste de la population, voilà, c'est ça. Mais je vous dis, c'est quand même un personnage super intéressant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit une très très jeune maître Jedi. Elle a beaucoup de mal, elle a beaucoup de doutes sur sa manière d'enseigner à Emry, justement. Ah oui, c'est sûr. Elle essaie, pas l'expérience. Elle n'a pas du tout l'expérience. Elle essaie toujours de se comparer donc, à d'autres Jedi comme son ancien maître Stellan ou même à Avar. Elle a toujours des figures tellement hautes qu'elle ne se sent pas apte à avoir un padawan, en fait. Ouais, c'est ça, elle vise le champion de la classe. C'est ça, voilà. Elle vise d'avoir la moyenne. Elle vise celui qui est au Conseil Jedi, puis l'autre qui a sauvé toute la galaxie. C'est un peu la Hermione de l'univers. C'est ça. De la classe. Alors, j'ai beaucoup aimé, justement, mais là, tu parlais de ça un petit peu. Il y a un passage de discussion entre Reath et Verne, en début de livre, où Reath, donc lui, tu sens qu'il a un petit crush. C'est encore une fois, donc les Jedi et les émotions, là, c'est vrai que c'est une période où ils se laissent plus aller, quoi. C'est moins strict que... Ah écoute, les hormones sont là, qu'ils soient Jedi ou pas. Ouais. Donc moi, j'aime beaucoup toutes ces petites touches là. Donc Reese qui a un petit crush sur Verne, et Verne, donc, comme tu as dit, elle est le friendzone direct. J'ai beaucoup aimé ça pendant leur entraînement. Donc ils s'entraînent au sabre, et je sais pas si c'était présent ça avant dans l'univers, mais ils utilisent des sabres d'entraînement. Donc, qui sont beaucoup moins létaux et qui leur empêchent en fait de se trancher les membres, en gros. Donc, je sais pas si ça c'était une nouveauté. C'est vrai que j'ai pas souvenir d'avoir déjà entendu parler de ça, mais peut-être que des gens dans le chat vont nous dire oui, c'était déjà là. Mais c'est vrai que moi aussi, quand ils ont dit ça, je me suis dit, ok, ils s'entraînent pas avec des vrais sables laser. Bon. Ouais, voilà. Et donc, c'est ce passage-là où, pareil, une grosse conversation, comme tu dis, il y a beaucoup de conversations entre personnages dans ce bouquin, mais des conversations super intéressantes. Donc là, entre Verne, qui se confie vraiment à Reath, donc elle lui parle de ses doutes en tant que plus jeune chevalier Jedi, qu'elle a peur que personne ne la prenne au sérieux, tout ça. Et d'ailleurs, ça va se vérifier par la suite avec Zylan, qui va pas du tout les prendre au sérieux parce qu'il les trouve trop jeunes pour la mission. Et voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. Alors oui, tu as mentionné le sabre laser de Verne, j'avais vraiment envie d'en parler, un petit passage sur ça. Pour ceux qui ont lu le livre, ils savent. Donc déjà, on avait la mention dans le Test of Courage, donc qui était un peu la première apparition de Verne. Mais donc c'est un sabre fouet laser. Donc c'est un sabre modifié. Ce que moi je trouve extrêmement cool. Alors c'est le côté. Mais de mémoire, par contre, je pense que c'était pas intentionnel. Je pense que c'était comme par accident un peu là, que ça a donné ce résultat-là. D'accord. Moi je pensais qu'elle avait modifié
Ouais, je sais pas. Ben, je veux dire, c'était une modification, mais le but n'était pas d'atteindre ça, puis ça a donné ça. Si je me souviens bien. C'est pour ça qu'elle se demande si elle doit le dire ou pas. Voilà, alors ça j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bizarrement, énormément de gens l'ont vu en action, dont Avar, dont c'est pas son Padawan. Et bizarrement, quand elle doit le mentionner à Stellan, elle n'ose pas, alors que pourquoi tu veux cacher cette information, quoi. Voilà, ton sabre modifié, tu lui montres, et puis il va t'aider dans les démarches. Je comprends pas pourquoi le fait de garder ça secret. Alors oui, donc ça apporte au personnage parce qu'on voit qu'elle a de plus en plus de secrets, qu'elle a du mal elle préfère les garder pour elle en gros. Et pourquoi ne pas en parler à Stellan alors que Avar, qui est un peu la grande maîtresse de l'ordre à ce moment-là, elle est le courant. Je vois pas le problème en fait de garder cette info secrète. Je sais pas ce que je me souviens plus si c'était mentionné, là, si c'était une crainte que, elle avait déjà entendu parler que les Sith faisaient ça ou un truc de ce genre-là. Mais moi, c'est plus sur l'aspect, je vais mentionner Loïc ici, que ça m'a pas choqué dans Test of Courage. En plus, c'est un roman jeunesse. Et je sais que c'était déjà canon, mais j'arrive pas à me souvenir où. Dans le on avait déjà vu quelque part un fouet laser dans le canon. Ah d'accord, avant. Comme une espèce d'artefact, je pense, là, ou quelque chose comme ça, à quelque part. Mais je suis d'accord, là je mentionnerai Loïc, c'est ça qui nous dit souvent, j'ai de la misère à me visualiser ça au grand écran. Tu comprends? J'ai de la misère à me figurer ça mis à l'écran, ça donnerait quoi? Puis là, un fouet laser. Je dois avouer que c'est dans un film, tout à coup, là, il cliquait sur un bouton, puis au lieu d'être un sabre, ça devenait un fouet. Je pense que plusieurs gens diraient « Ah, non! » Ah oui? Ah, j'ai pas. Les enfants, par contre, seraient très... Il y a déjà 2 cases du comics où on la voit. C'est dans le Base de High Republic, justement, là, dans le tome 1. Tu la vois vite fait. Hein. C'est vraiment 2 cases où tu vois son fouet un petit peu en action, on va dire. C'est les seuls moments visuels, quoi. Mais oui, c'est vrai que plein d'autres gens l'ont vu, donc pourquoi garder le secret? Mais après, je pense à tous ces films, il y a énormément d'épées fouets là, dans tout ce qui est genre jeux vidéo, là, ça me fait penser évidemment à Ivy de Soul Calibur ou dans le film Le Pacte des Loups, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'est des épées fouets plus mécaniques, quoi. Dans Pacific Rim, dans Bleach, tout ça, il y a. Mais effectivement, même dans Star Wars, les Mandaloriens avaient un truc de ce genre-là un moment donné. Bon, évidemment, on pense à Wonder Woman aussi, là, plus récemment. Dans le cinéma. Un peu fouet, ouais. Mais, dans le dernier Disney Raya, là, il y a aussi ça. C'est un peu, ça revient à la mode. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'est le fait qu'il soit laser, ça visuellement. Ouais, c'est ça. C'est que faut comprendre que ça a le même impact qu'un sabre laser, donc théoriquement ça coupe tout là, ce que ça touche. Donc on voit Emiri ici à l'écran là, à côté de Vernestra, là, mais elle utilise en mode défensif là dans le livre où elle fait tourner pour pouvoir contrer les tirs de blaster. Donc, mais bref, c'est original. Personnage super intéressant que j'étais très content de constater que c'était pas juste c'est un personnage secondaire dans le sens où le personnage principal c'est Sylvestri, mais t'as raison aussi, c'est un des personnages principaux, là, vraiment en ratio, en tout cas, beaucoup du livre porte sur elle. Et le troisième, on pourrait dire, c'est Reed Silas. Alors justement, si t'embrayes sur lui, bonne transition du coup. C'est un peu les trois de la couverture. Mais alors Luis, donc que j'ai trouvé. Peut-être dire, je vais te couper. Dernier détail sur Vernestra qui est très drôle, c'est qu'on n'arrête pas de lui rappeler qu'elle est incapable de poser les appareils qu'elle pilote, qu'à chaque fois elle se crache. Et là, tout le monde refuse de lui prêter un vaisseau. Ouais. Donc c'est comment ça qu'elle va se retrouver aussi avec Comac et puis Reed, parce que c'est ça. Puis même Comac va lui dire non, je te passe pas les commandes parce que les 2 derniers, tu les as crachés. ouais, c'est marrant que tu notes ça parce que j'avais noté aussi dans le conducteur. Mais si tu veux parler de Reed Silas. Ouais. Juste pour finir sur ce côté-là, il y a un dialogue là que j'ai noté j'ai trouvé excellent entre Comac et elle justement quand elles se rencontrent au moment. Donc elle a besoin de prendre un vaisseau, évidemment le maître d'armes, on va dire, Jedi ne veut pas lui donner parce qu'elle en a déjà craché 2 auparavant. Et donc Comac lui demande combien de vaisseaux tu as détruits. Elle fait juste 2. Depuis mon arrivée sur Starlight Bacon, ça fait genre donc plus que 2. Et après il lui demande qui était ton maître et quand il lui répond que c'était Stellan, Comac lui répond tout s'explique, d'accord. Je trouve ça rigolo. Donc, voilà, il y a plein de petits dialogues. Mais c'est à des petites choses comme ça, comme tu dis, que ça, petit à petit on commence à suivre l'ensemble, à comprendre la chimie entre tous ces personnages-là.
Et d'ailleurs, je crois qu'elle crache un speeder bike et un vaisseau, encore une fois. Ouais, elle atterrit violemment, on va dire. Avec, donc, mais ça fait deux de plus. C'est très comique quand même. Ouais. Ça me fait beaucoup rire, là, parce que tu te dis pauvre elle, mais bon, parce que souvent, c'est plus les circonstances, là, on s'entend. Là, c'est pas parce qu'elle est mauvaise pilote, là, vraiment. Il y a toujours quelque chose qui explique. Là, mais... Oui, il faut des failles aussi. Hein. Elle, c'est un peu l'élève parfaite, du coup, elle a ce côté-là. Quoi. C'est vrai. Un peu de mal comme ça. Donc ouais, pour Wreath, depuis, c'était le héros de Into the Dark, tu l'as mentionné auparavant. Donc on a vu que entre Into the Dark et celui-là, il a énormément évolué. Je trouve que c'est un personnage beaucoup plus aventureux. Un an, c'est ça, Into the Dark, c'était un an auparavant. Donc là, depuis, il a participé à énormément de missions, des missions archéologiques apparemment. C'était plus ça, de retrouver des artefacts. Ouais, c'est ça, une encyclopédie en 39 volumes là, de je sais plus quoi. Là, parce que Comac, lui puis c'est ça, dans le livre précédent, tu le vois venir à 100 000 à l'heure qu'ils vont finir maître et apprenti. Là. C'est deux des intellectuels qui préfèrent de loin étudier l'histoire à l'aventure puis tout ça. Donc, c'est ça. Et Wraith qui a aussi perdu son maître donc, pendant le Light of the Jedi, donc il se retrouve sans maître et donc Comac le prend sous son aile. Donc ça c'est sympa, et du coup il est beaucoup moins rat de bibliothèque comme il était dans le premier livre. Là il est plus... t'as même un passage où on lui dit là, en un an, on m'a tiré dessus plein de fois, j'ai été kidnappé 2 fois, je me suis battu contre des Nils, contre des Indiens, enfin il a fait énormément de trucs. Il a fait plus en un an que ce qu'il a fait tout auparavant, quoi. C'était assez rigolo. Et il a même tué, par contre, le fait d'avoir tué des ennemis, ça le travaille, par contre, c'est un petit poids sur sa conscience. C'est vrai. Donc ça. Mais par contre, alors Wraith, donc il est peut-être personnage principal, oui et non, parce que j'ai envie de dire que toute la première partie, il est là, la première partie du livre. Et il s'efface un petit peu, ouais. Il s'efface petit à petit. Et voilà, un des points négatifs que je pouvais pas mentionner auparavant, c'est sa relation avec Nan, donc qui était traitée qui est apparu dans Into the Dark, dont Nan. Est-ce qu'on spoil Into the Dark ou comment on fait? Oui, là c'est la suite. Là, je pense qu'on peut se permettre de parler du premier. Donc moi, ce que j'avais adoré dans Into the Dark, hormis le côté alien dans la station, que j'avais adoré l'ambiance et tout, c'était vraiment excellent. La relation entre Nan et Wreath, donc Wreath qui a eu aussi un petit crush sur Nan pendant ce livre-là, décidément, là, la relation est pas, elle continue pas plus que ça en fait. Je trouve ça un peu dommage qu'on ne développe pas plus leur relation. J'ai l'impression que tout le monde a remarqué ça. Tout le monde a eu cette petite déception-là, que tant qu'à retrouver on va le mentionner, c'est que Nan est une nihil, mais que Wreath lui a sauvé la vie. Donc, elle a l'occasion de le tuer à un moment donné et lui laisse la vie sauve. Et là, ils se retrouvent. Donc, Puis, tu sais, c'est ça, il y avait une chimie très intéressante. Mais c'est un peu le twist de Into the Dark. C'était, on savait pas que c'était une île. Au début, non, c'est ça. Voilà. Aux 2 tiers, peut-être, on l'apprend. Puis là, Reed veut absolument retourner la capturer. Parce que lui, dans sa tête, c'est une Nihil et il vient d'apprendre que les Nihil ont tué sa maître ailleurs. C'est ça. Donc là, évidemment, il a la rage, là, c'est très passionné. Finalement, c'est ça se... Non, moi, je m'attendais, je fais partie de ceux, effectivement, un peu déçu de cet aspect-là. Là. Je m'attendais à... Moi, j'ai l'impression que Reed, dans ce roman-là, et Comac, là, par extension, sont là pour assurer une certaine suite avec le prochain roman et l'ensemble de l'œuvre, mais qu'au final, si c'était des livres plus indépendants, là, moins organisés, ça aurait pu être n'importe quel autre Jedi avec n'importe quel autre maître. Oui, effectivement. Il y a ça là, que j'ai trouvé un petit peu dommage. Dans le cas de Nan, je sais pas, on peut en parler tout de suite, là, mais... c'est dommage que sa rencontre avec Reed soit vraiment trop courte, quoi, et pas vraiment exploitée. Quoi, donc ça, c'était un peu dommage. Donc, Nan, parti sur Nan. Nan, dans le fond, c'est ça qui est une espionne envoyée par March Enroe, je pense que tu l'as dit dans ton résumé tantôt, et qui va se retrouver, par contre, à trahir. Mais moi, je me suis demandé... C'est un peu comme dans la trilogie de Alphabet Squadron, et là, je ne veux pas spoiler pour les gens qui ne l'auraient pas lu, mais est-ce que c'est vraiment une vraie trahison? Ça reste une espionne, une professionnelle du mensonge, on l'a vu dans le premier roman. Donc, est-ce que cette fois, sa trahison des Nihil est réelle? Ou ça fait pas partie un peu du plan, tu sais, bref, ça, on verra dans la suite. Mais moi, je suis pas du tout convaincu qu'elle a vraiment trahi à ce stade-ci, mais bon. Surtout que moi, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve que comme Verne, du côté de Jedi, qui prend de plus en plus d'importance dans le lore de The High Republic, j'ai l'impression que Nan
là, petit à petit, elle commence à prendre ses marques du côté opposé. Du coup, j'ai l'impression qu'elle va... avant cette trahison à la fin, moi je pensais vraiment que petit à petit elle allait monter jusqu'à devenir Tempest Runner presque, parce qu'elle comment tu dis, worship, avec, elle worship un peu Marchand Rowe, là, quand on peut traduire ça, elle vénère, enfin en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Donc elle est vraiment... Donc c'est pour ça sa trahison de fin, ça m'a un peu surpris, mais comme tu dis, ça peut être un plan... Dans un plan, ouais, ben je pense que c'est vu les circonstances, tant qu'à ça. Puis les Nihil sont pas non plus très kamikazes, tu sais. Ça reste des êtres assez égoïstes, quand même assez individualistes, mais pas de là à se suicider pour la cause, tu sais. Ouais. Donc c'est ça, à ce moment-là, tant qu'à être capturée, ou en tout cas, tant qu'à se retrouver dans la situation, elle se retrouve à la fin. Voilà. Ouais, parce qu'elle est avec la mère là, avec Chansey Yarrow. Donc, ouais, moi, quand j'ai lu ça, j'ai écouté ça, je me suis dit, bon, c'était la meilleure solution. C'est vraiment le meilleur move qu'elle pouvait faire, là. Fait que... Après, c'est le fait qu'elle va donner des informations à la matriarche, des informations sur les Nils. Donc, bon. Ouais, c'est ça, mais ça, je veux dire, c'est l'ABC là, de tout. Tu sais, agent double. C'est de donner des informations qui peuvent sembler intéressantes, sauf qu'au final, c'est zéro important, ou en tout cas, ça change strictement rien. Donc, mais on va voir. Moi, j'espère en tout cas qu'on va la retrouver, parce qu'effectivement, c'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant dans le premier, là, de la retrouver un petit peu. Au lieu d'utiliser un Nihil n'importe lequel. Inconnu, ouais, encore un nouveau. Ouais. Non, et là-dedans, c'est plus Lournadi, je trouve, qui a vraiment un rôle de figuration sans intérêt, sans importance. Tu te dis, puis comme tu disais pour les couvertures, là, parce qu'on la voyait. On revient donc aux couvertures c'est limite, là, dans ce cas-ci, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Je l'aurais pas mis du tout dans le roman, personnellement. Tu vois, une couverture avec elle en mode... Parce qu'en fait, Nan, qui était un personnage qu'on trouvait avant ça, le twist de Into the Dark, relativement sympathique, là, dans celui-là, elle est complètement différente, quoi. Elle est ultra violente, elle est ultra menaçante, c'est vraiment une autre personnage. Elle bute à un moment un Nil vraiment froidement, quoi. Elle tire dessus, elle bute froidement, alors que c'est une ado à la base, tu vois. Et donc c'est vraiment un personnage très différent du premier roman, donc qui évolue pas mal aussi. Donc j'aurais bien voulu voir une couverture exclusive d'elle. C'est vrai que voir Lourna, déjà, je trouve ça c'est juste mensonger, quoi. Il y a pas Lourna, elle est mentionnée, juste, non, elle a peut-être une petite apparition vite fait au début. Ouais, une petite apparition, c'est elle qui convainc Marchand Rowe là, de bon. Mais de toute façon, on va en parler beaucoup plus d'elle dans notre prochaine émission sur Tempest Runner, là, qui tourne vraiment autour d'elle. Si tu veux bien, est-ce qu'on peut faire une petite mention, tant qu'on est avec Nan et les Nils, et de Marchand Rowe, justement, en début de roman. Donc c'est la rencontre de Nan et de Marchand Rowe. Et donc là, la description de l'auteur, c'est les décrits sans casque. Et comme le roman est arrivé avant le deuxième arc de The High Republic Adventure, où là, on le voit sans casque dans le comics, donc c'est la première fois qu'on le voyait sans casque, je crois. Là, il est décrit pour la première fois sans casque, et je trouve ça très intéressant, parce que on se demandait quelle tête il avait, quoi. Ouais. Et donc, on est dans la partie spoiler, on peut y aller là. Là, il est vraiment... Donc c'est une espèce inconnue, quoi. Donc c'est pas un humain, c'est une espèce alien, mais inconnue. Donc, c'est pas vraiment... tu vois, moi, c'est parce que je pense que j'ai pris le comics avant d'écouter l'audiobook d'Out of the Shadow. Là. Fait que c'est pour ça que moi, c'est tout de suite, quand j'ai tout de suite associé l'image à ce que j'avais vu. Okay. Et je trouve qu'il y a une bonne tête de méchant, j'aime beaucoup. Mais il y a lui, il y a le petit jeune aussi qui vient des comics, là, comment il s'appelle, Crix, je pense qu'on l'a sur... ici, là, complètement en bas à droite, le Crix, qui dans ce roman-là, même si c'est juste une mention, est quand même beaucoup plus redoutable que ce qu'on voit dans les comics. En tout cas, dans le premier arc, là, où est-ce qu'on... Mais clairement, le premier arc de cette série-là, là, ils nous ont présenté des personnages qui avaient l'air visuellement beaucoup plus enfants. Et là, dès le deuxième arc, on est quasiment rendu avec des ados. Fait que je pense que c'est juste une interprétation de dessinateur là, qui... C'était dans la transition, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que tu mentionnes à l'apparition... il fait une mini-apparition Crix, au tout début, quand justement ils sont chez les Nils, et il s'envoie des vents entre Nan et Crix. Et pour les fans qui lisent tout, c'était un bonbon. Quand j'ai lu Crix, je suis « Ah, trop bien !» Donc il a juste 2 secondes, mais voilà, quoi. Donc c'est donc un gamin qui était capturé par les Nils et qui lui aussi monte petit à petit dans la hiérarchie, qui devient la pupille d'Euro en quelque sorte. Et donc il va peut-être devenir intéressant dans le futur de l'univers de High Republic, quoi.
Ouais, ça s'enligne vers ça, ce que j'aurais pas cru, parce qu'honnêtement, au début, la première arc, là, c'est vrai. je trouvais que ça s'enlignait à nulle part, là, mais bon. Oui, parce que c'est des personnages qu'on connaissait pas encore, qui t'introduisent, tout ça. Là, tu vois, le fait de les connaître, là, tu relis le premier tome de The High Republic Adventure, connaissant les personnages, c'est de suite plus intéressant, je trouve. Sinon, on peut peut-être parler, c'est ça, des fameux 2 industriels, là. On a une compétition, ben pas juste 2, mais ici, on a les... Ouais, tu voulais mentionner? Ouais, c'était pour finir sur les lignes et l'ournage, justement, c'est une des critiques du livre. Donc, comme quand je disais qu'il y avait des points de scénario vraiment bizarres, justement, je voulais savoir ce que toi t'en pensais. Le coup de donc l'Ourna qui demande à Ro de lui prêter Mari Santeca, qui est un peu genre le Graal. La ressource, la ressource importante. Là, ouais. Voilà, et donc j'ai trouvé que dans le bouquin, Ro lui file un petit peu, ouais, ok, vas-y, tiens, j'envoie une espionne pour la garder, et puis voilà, débrouille-toi, quoi. Je trouve ça qu'il a cédé un petit peu facilement. Ouais, ben moi, en fait, j'ai trouvé que la justification pouvait, ben c'est ça, la raison là, de développer cette super arme-là, là, qu'on a déjà vu plus tard, l'Empire en avait, dans le fond, là, puis des Grisques aussi, là, dans les régions inconnues. Mais, parce qu'on ne l'a pas mentionné, hein, mais c'est ça, ce qu'ils disent, que la fameuse super arme, c'est un générateur de gravité pour sortir les gens de l'hyperespace. Fait que c'est ce qu'on a déjà vu dans la trilogie de Tron, puis bon, dans la série Rebels, là, les impériaux en ont bâti là, à échelle de Star Destroyer. Mais là, c'est vraiment comment dire, des recherches primitives. Là. Mais c'est ça, le fait de développer ça, je peux comprendre. Mais moi, c'est plus qu'ils fassent confiance aussi facilement à l'Ournadi. Oui. C'est plus ça, je me suis dit, mais voyons. Surtout que c'est ça. Fait que ça, t'as raison, ça fait partie des choses, tu te dis, OK. Facile, quoi. Trop facile, là, pour... Ouais. Puis, tu sais, il envoie Nan pour contrôler. Comme agent de contrôle, sauf que ça reste une jeune, là, Nan. Bah oui, une ado pour garder... Fait que il n'envoie pas son second, là, ou sa personne de confiance, il envoie une jeune recrue. Donc ça, je trouve ça un peu facile dans le scénario, il y a 2-3 points comme ça. Et du coup, j'ai passé complètement cette intrigue, cette sous-intrigue, j'en ai pas du tout parlé dans le résumé, spoiler, il y a une espèce d'intrigue donc, autour d'un cube, donc une espèce de puzzle box qui ressemble à un holocron. D'ailleurs, il mentionne le fait que ça ressemble à un holocron. Donc, pendant tout le livre, on se demande. Mais ça n'en est pas un. Ouais. Voilà, ça n'en est pas un. C'est pas un holocron. C'est vraiment une puzzle, une boîte puzzle, puzzle box. Et au final, il n'y a pas vraiment d'importance. Il y a tout un arc, une sous-intrigue qui est basée sur ça, quoi, sur qu'est-ce que c'est, comment l'ouvrir, tout ça. Donc Verne qui en fait l'acquisition relativement rapidement dans le livre, et donc elle demande à droite à gauche qui c'est qui peut l'ouvrir. Et au final, il ouvre. Au final, ça m'a un peu pareil. Le soufflet est vite retombé. Ah ok, c'est juste ça. On peut spoiler, donc c'est juste un hologramme de Marie jeune et de Mari Santeca, du coup, qui était jeune. Et voilà, quoi. Enfin, c'est juste ça, quoi. Donc tout ça pour ça, c'est pareil. Ouais, tout ça pour ça, ouais, mais j'ai l'impression que c'était fait exprès, par contre, cette fois-ci. C'était histoire de faire monter la hype, là, oui, parce que ça marche, ça marche. C'est pour ça, quand je disais tantôt que moi, c'est l'ensemble là, qui me faisait descendre la note, là, c'est ce genre de détail là, qui fait des déceptions de fin de roman. Mais pendant qu'on est sur Mari Santeca, par contre, on peut peut-être aborder l'impact énorme que ce roman-là va avoir sur la suite. Ouais, tu veux parler donc des deux familles, là, Graf et Santeca. Ben oui, mais avant ça, le fait que là, Marie, dans le fond, va décéder, décéder ici, alors que, comme tu as mentionné, c'est elle qui fournissait les fameux pattes, là, je me souviens plus combien que Pocket a traduit ça, là, mais les chemins. Ouais, c'est ça, qui peuvent leur permettre d'aller n'importe où, n'importe quand. On sait par contre que March and Row en a vraiment accumulé beaucoup. Là. Fait qu'il doit avoir un entrepôt là, à la Indiana Jones rempli ou plus un disque dur là, rempli. Mais malgré ça, ça reste que ça avait l'air, dans les autres romans, ça avait quand même l'air de la ressource. Ils cachent cette ressource-là, donc c'est récent que les autres Tempest Runners savent qu'elle existe, puis que c'est elle qui fournissait les routes de l'hyperespace. Et puis là, on apprend en fin de roman que c'est terminé. Donc, c'est vrai que c'est ouf. Fait que c'est sûr que ça va venir jouer sur la géopolitique, entre guillemets, des Nihil, là, les relations entre les 3 Tempest Runners, puis le chef, etc. Mais ça m'a surpris. Honnêtement, ça c'était la surprise pour moi du roman. Là. Parce que les Nihil sont vraiment...
absents dans ce roman. Ben, tu sais, Quasiment. sont à peine plus présents que dans Into the Dark, puis même pas. En fait, je pense que même dans Into the Dark, ils sont plus présents. Fait que c'est dire, là. Sauf que tout à coup, il y a de quoi de super important comme ça. C'est ça. C'est plutôt la famille Graff, quoi, avec Zylan en premier lieu, qui sont plutôt les antagonistes de cette histoire-là. Mais alors, ça, pareil. Je trouvais ça super cool qu'on ait des concurrents des Santeca, hein, parce qu'on avait découvert pas juste Marie, mais les autres de la famille Santeca dans La Lumière des Jedi. J'avais trouvé ça super intéressant. On apprend qu'aussi ils sont dans l'église de la Force, là, en tout cas comme Lord Santeca là, dans l'épisode 7, là, dans le Réveil de la Force. Mais là, on découvre une autre famille qui est plus ou moins dans le même business, là, des ouvertures de nouvelles routes, puis la cartographie, tout ça. Et on peut peut-être mentionner à ce moment-ci que ça a été confirmé d'ailleurs que c'est la même famille Graff que dans les Star Wars Adventure, les BD, et aussi la série de romans, tu l'as mentionné tantôt, les Adventure in Wild Space. En français, c'était Aventure dans un monde rebelle. Des romans jeunesse, super sympa. Fait que c'est ça, c'est la même famille Graff. Et dans la même veine, je peux mentionner tout de suite que les Staros, donc la sénatrice Staros et la jeune fille, là, le super bolé en technologie qu'on voyait c'était dans A Test of Courage, c'était la même famille Staros que Sana Staros, la fameuse ex-femme de Han Solo là, dans les comics. Donc, et l'ex-copine aussi de Aphra aussi. Là, on l'a en ce moment dans la série Aphra. Donc, moi, c'est un personnage que je trouve super le fun. Génial. Vraiment, Staros, excellent. Quoi. Gros fan aussi. Et donc du coup, c'est la descendante de ces deux Staros. Le monde est petit. Mais pour revenir, c'est ça, avec Zylan Graff. C'est ça, j'ai trouvé ça intéressant que, mettons, à cette époque-là, ce soit plus juste des petits cartographes indépendants, on va dire. Là, on parle de plus un empire industriel. Alors, techniquement, ils ont commencé en indépendant, d'après ce qu'ils disaient, parce qu'ils ont un peu leur histoire, et en fait, ils ont commencé sans un sou, quoi, qui ont commencé à explorer la galaxie, quoi, qui ont commencé à cartographier, et puis petit à petit, ils sont devenus une entreprise ultra présente, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, lui, c'est l'ultra riche que pour lui, promettre un vaisseau à Sylvestri, puis, tu sais, de l'argent, puis tout ça, pour lui, c'est rien. Là, c'est comme Elon Musk qui se pointe ou Jeff Bezos qui vient cogner à la porte chez vous. Tu sais, bon. Mais c'est ça, on va apprendre que c'est un manipulateur qui manipule tout le monde. C'est lui qui a organisé une attaque, parce que je pense que tu l'as mentionné, mais c'est ça, les victimes. Il y a vraiment une tentative d'assassinat contre Sylvestri au début du roman. Mais c'est ça, c'était faussement organisé par Zylan Graff. Je vais te demander, est-ce que tu l'as vu venir, ça, quand même? C'est quand même grossier, j'ai trouvé ça. Oui, on le voit. C'est sûr que tu t'en doutes, mais ça prend un bon bout de temps, par contre, dans le roman, avant, on va dire que ça se confirme. Mais tu sais, dès que ça arrive au début, tu te dis, bon, ok, ça sent ça un peu. Là. C'est lui qui a organisé l'attentat pour la convaincre de. Et puis lui, après, il est ultra protecteur vis-à-vis de Syl, tu vois, il lui file tout ce qu'elle veut. C'était vraiment histoire de la convaincre, quoi. Donc, son plan. Mais le retournement aussi, c'est pas le méchant typique non plus. Il va avoir après ça la matriarche, comme tu as dit. En tout cas, c'est plus intéressant de trouver. Puis qui, elle, a une vision plus long terme aussi. Tu sais, puis, et qui est un peu plus, encore plus machiavélique, j'ai l'impression, parce qu'au début, quand tu la rencontres, t'as l'impression que c'est la petite mamie qui est là, oh là là, mon petit-fils, il a fait des bêtises. Puis au final, tu te rends compte que non, c'est elle qui est, c'est un peu le cerveau du truc, quoi. Moi, ça m'a fait penser aux femmes d'affaires là, âgées, mais tu sais, par exemple, en France, vous avez L'Oréal, tu comprends, les entreprises, là, c'est des femmes hyper intelligentes, tu sais. Puis, un petit peu Prada. C'est ça. C'est vrai que... non, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, et je l'ai dit dans d'autres épisodes, je pense que c'était plus sur des comics, mais j'aime beaucoup ça, c'est ça, quand on développe l'aspect grandes entreprises, industrielles, etc. Qui, je trouve, c'est ce qui manquait dans le Star Wars juste ici. C'est vrai que c'est autant, par exemple, dans la série Aphra, actuellement, on développe beaucoup les tags, là, je trouve ça super intéressant. Ben là, ici, on a les Graff, on a les Santeca, comme tu dis, on a un peu de politique. Dans l'autre roman d'avant, on avait des entreprises qui venaient présenter des inventions aux ministres, etc. Mais les jeux de pouvoir, mais je comprends que des gens qui détestent les histoires politiques, t'as pas tort, c'est de la politique, là, même si c'est pas de la politique partisane.
ça reste de la politique. Donc, ça change, quoi. Il y en a un peu pour tous les goûts. Comme ça, il y avait un gros blockbuster avec The Rising Storm. Là, c'est un peu plus posé avec ce roman-là. Donc, ouais, non, il y avait vraiment différents tons. Donc, je trouve ça sympa, quoi. Il y en a un peu pour tous les goûts. Du coup, si tu veux continuer sur ce thème-là, sur les graphes et les Santeca, j'avais 2-3 trucs que j'avais notés, du coup, je sais pas si... Ouais, vas-y. Donc, ouais, en fait, c'est deux compagnies, je sais pas si on l'a vraiment précisé, mais c'est deux compagnies qui font une course aux lignes d'hyperespace, en fait. Et ils ont appelé carrément ça le Rush, comme un peu la Gold Rush. Alors évidemment, ça fait penser à la Gold Rush aux États-Unis, quoi, la ruée vers l'or, voilà. Donc là, ouais, tu vois, moi, j'ai plus vu ça comme le développement du chemin de fer aux États-Unis. Il a été un peu le même principe des courses entre des entreprises privées, puis bon, chemin de fer, voie hyperspatiale, on est un peu dans le même thème. Là. Puis l'Ouest, c'est le repoussement de la frontière, là, un thème très important aux États-Unis. Là. Pour nous qui ne sommes pas américains, on s'en rend moins compte, là, mais eux, la frontière, tout ça, les pionniers, etc., c'est quelque chose de toujours... C'est vrai que c'est un pan de l'histoire américaine que je ne connaissais pas, du coup. Ça fait carrément passer en ça. Ouais, puis c'est des entreprises qui, honnêtement, là, c'était sauvage, puis c'était les histoires avec Jesse James, tout ça, c'était ça, là, qui pillait ces entreprises-là. Mais ouais, ça donne une dynamique super intéressante des entreprises très puissantes, mais en compétition entre elles. C'est parfait dans le développement de la galaxie qui s'agrandit à ce moment-là. De notre côté, j'ai trouvé aussi une petite comparaison qui n'a un peu rien à voir, mais comme j'ai fait quelques études en paléontologie, il y avait à l'époque, au 18e, 19e, il y avait une rush qui s'appelait la Great Dinosaur Rush aussi, qui s'est aussi appelée la Bone Wars. Alors je ne sais pas si c'est très connu vraiment, quoi. C'est la Bone Wars dans la guerre des os. La guerre des os. Et c'était pareil, tu avais deux riches paléontologues donc, qui utilisaient leur influence, leur fortune et tout pour financer des expéditions de prospection, c'est un peu ce qu'ils font aussi là. Pour se mettre des bâtons dans les roues, pour trouver le maximum d'os possible. Voilà. Moi, j'ai trouvé ce parallèle relativement amusant, quoi. C'est vrai que l'analogie avec les lignes de chemin de fer est d'autant plus pertinente, carrément. Mais c'est là, quand tu disais tantôt, en début d'émission, je pense que tu disais ça va être le rassemblement de plein de personnages, puis plein de noms, de plein d'histoires. Ben, il y a ça, c'est ça, les Santeca, les Graphes, les Staros, on a les personnages des romans jeunesse, des BD. Vraiment, là, pour les gens qui ont tout lu comme nous, ce roman-là, c'est sûr que pour cet aspect-là, c'est une pépite. Ouais. C'est sûr que ça n'empêchera pas les gens de le lire, même s'ils ne voient pas toutes les références. Là, mais Justina Ireland a fait ses devoirs en termes de... Elle est allée sur Wikipédia une couple de fois, à mon avis. Oui. Non, elle a bien... en plus, elle a inventé de nouveaux persos, vraiment super intéressant. Quoi. Le Xylon, là, on aime vraiment... je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais le gars est ultra condescendant pendant tout le bouquin. T'aimes à le détester, quoi. J'ai beaucoup aimé le détester, ce personnage. Et le gars, il a reçu... C'est quoi? Il a reçu un cadeau de sa grand-mère. C'était une tour Coruscant de 2000 étages, tout ça. Donc, il a une tour de 2000 étages. La misère des riches. Voilà. Et il a des penthouses de ouf quand il accueille Seal dedans. Là, mais de notre côté, c'est aussi un scientifique. On dit quand même c'est un scientifique qui travaille en physique théorique, spécialiste dans l'hyperespace, évidemment. C'est de famille, j'imagine. Donc voilà, ça fait quelqu'un de relativement intelligent, on va dire. C'est pas juste un gros riche, un peu débile. Non, effectivement, oui. Moi, j'ai trouvé bien intéressant aussi son introduction, mais je dis introduction, mais je sais pas si on va le revoir. Lui, j'ai l'impression que c'est le genre de personnage qu'on verra pas. Mais... Oui, surtout qu'à la fin du roman, son arc un peu terminé, quoi. Il s'est fait arrêter par les autorités. Donc ça y est, le conseil et le... C'est ça, si on le revoit, il faudrait que Nihil l'ait fait évader ou un truc comme ça. Ouais, parce que là, c'est bon, ils sont au courant que du coup, ça c'est quand même important dans le lore, et que des familles ultra puissantes comme ça financent. Non seulement la famille Graf finançait, ils financent les deux côtés. Ils ont financé le Starlight Beacon aussi. Donc, et ils ont financé la super arme Nihil. Donc ils travaillent sur deux tableaux, quoi. Ouais, exact. Sinon, tu vois, moi je m'étais noté rapidement parce que je vois le temps filer aussi, Takodana que tu as mentionné. C'est drôle parce que dans les comics, justement, ces temps-ci, les comics jeunesse, on retourne sur Takodana, on retrouve Maz Kanata. Donc là, c'est à se demander, ce serait pas très surprenant que dans les prochains numéros, on voit débarquer cette équipe-là. Ou qu'en tout cas, au moins qu'il y ait des mentions. Là, mais
Il y a pas mal de mentions. C'est quand même drôle que plus ou moins en même temps, là, il soit question de Maz puis de Takodana. Oui, c'est High Republic Adventure là, qui ouais, c'est ça. Sinon, c'est ça, moi, pas que je veux élaborer là-dessus, mais c'est ça, je trouve qu'en général, l'intrigue puis les sous-intrigues de ce roman-là, les Jedi, me semble, j'allais dire incompétents. C'est pas qu'ils me semblent incompétents, c'est juste que les intrigues se résolvent par elles-mêmes. Au final, je trouve qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'investigation. Les Jedi découvrent rien, on va dire, sans que ce soit, mettons, les Nihil qui les avouent tout, ou la matriarche Graf, tout ça. Ouais. Fait que voyons évidemment Marie Santeca aussi, là, donc ça, c'est ça. C'est pour ça que je disais les Jedi, c'est vraiment, et les Nihil dans ce roman-là, c'est secondaire, c'est comme ça tourne pas autour d'eux du tout. Oui, c'est Zylan qui les amène dans sa station, dans sa villa. Je sais pas trop comment décrire ça. C'est dans l'espace, une station spatiale, mais privée pour les riches. Une station de luxe, là, un yacht, un hôtel de luxe, on va dire. Voilà, un hôtel. Et du coup, il y a un petit point qui m'a fait tiquer. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être très négatif alors que j'ai quand même beaucoup aimé. Mais c'est vraiment des points de scénario qui m'ont dérangé. C'est quand les Nihil attaquent donc cette station des Graf. Donc ils capturent donc les personnages dont ils ont besoin et ils laissent vivants les autres personnages qui se réveillent et qui vont ensuite aider leurs amis et les sauver. Alors que t'es Nihil. Après c'est un roman jeunesse, on n'aurait pas pu buter les jeunes héros comme ça, mais. Ouais, mais je suis d'accord avec toi que à ce moment-là, effectivement, moi aussi, je me suis demandé, comment ils ont survécu. Bon, ils ont été juste épargnés ou les Nihil étaient trop pressés. Bon, oui, pourquoi ils n'ont pas achevé, quoi. Enfin bon, ça aurait été très dark. C'est là que le livre est bien écrit. Comme tu dis, l'écriture, ça va bien, mais en termes intrigue, intellectuelle, tout ça, c'est pas du Timothy Zahn, où est-ce que chaque pièce de casse-tête et tout s'explique. C'est plus proche de J.J. Abrams que de Timothy Zahn. Ouais, il y a beaucoup de comment t'appelles ça, Deus Ex Machina. C'est ça. On passe à autre chose et si les gens se posent la question, on va leur donner autre chose. Ils vont penser à autre chose. Mais il faut pas trop y penser. Peut-être que la cible, les lecteurs cibles ne vont pas trop penser à ça. C'est vrai que nous, on a tendance à un peu trop surinterpréter. On se dit, attends, pourquoi ils ont laissé là, pourquoi ils. Enfin, bref. Et du coup, c'est à cause de ça que les Nihil fail après, quoi. Échouent, qui perdent leur station, même, c'est quand même un gros point pour eux, quoi. Enfin, ils sont vraiment. Oui, effectivement, c'est ça. Ils perdent Santeca, ils perdent leur super arme, là, même si la mère, justement, va continuer, Chansey, va continuer ses recherches, mais bon, c'est ça, elle repart quand même un peu de zéro. Là, donc. Pareil, cette intrigue-là de la mère de Sil, donc quand le professeur Walk, pareil, il y a un petit passage que j'ai noté, j'ai trouvé ça super sympa, quand Sil rencontre donc ce scientifique Gungan. C'était là. Elle a une image des Gungans, donc c'est le premier Gungan qu'elle rencontre, et elle pensait que tous les Gungans parlaient avec un patois bizarre qui les rendait stupides. C'est écrit comme ça dans le livre. Ouais. Et du coup, évidemment, tu es clin d'œil. Ça, on l'avait déjà eu dans un autre roman, c'était dans Last Shot de Daniel Roseholder, Baroud d'honneur. Okay. Fait que là aussi, il tombait sur un Gungan, puis il parlait normalement, puis il lui disait, c'est quoi, vous pensez qu'on est tous pareils? Fait que ça, j'ai trouvé c'était un peu redondant. Puis moi, le fait d'avoir des Gungans partout, là, alors que avant, c'était quand même représenté comme des autochtones. Là, fait que, j'ai rien. C'est pas parce que je fais pas partie des haters là, de Jar Jar et des Gungans, mais c'est comme, mettons, chez nous au Québec, on a des Inuits ou des Cris ou des nations autochtones que j'ai beau beaucoup les aimer, là, on trouvera pas d'Inuit. Un Inuit tout à coup en Afrique, en Égypte, là. Il y en a pas, là. C'est pas parce qu'on les aime pas, là. C'est juste que, bon. Fait que pour moi, les Gungans, c'était un petit peuple sur Naboo. Puis là, il y en a un peu partout dans la galaxie, juste pour le plaisir d'avoir des Gungans. C'est ça. Moi, je m'en passerais, mais bon. Après, oui, c'est vraiment en détail, quoi. En parlant de races aliens qui ne parlent pas comme on aurait imaginé, tu as sûrement remarqué la présence de Yaddle, voilà. Donc il y a Yaddle, qui est là, donc c'est un petit peu
c'est la première fois où elle a vraiment des lignes de dialogue, du coup. C'est quand même. Et puis, c'est tellement évident qu'elle parle pas comme Yoda. Mais oui, que tu te dis, est-ce que ça peut être une erreur? C'est tellement évident que tu te dis, ça se peut pas que ce soit une erreur de l'auteur. C'est intentionnel. Ah non, c'est tellement évident que ça a sauté aux yeux de tout le monde. Mais c'est le fun, c'est un petit bout, ça dure 2 pages, là, c'est pas énorme. Moi, j'ai apprécié c'est avec Vernestra, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, il se rencontre avec Verne. Ouais, puis j'ai trouvé ça bien intéressant, bien le fun de la retrouver. Ouais. Elle est accompagnée de younglings comme souvent Yoda est accompagné de jeunes, quoi. Donc un peu même poste. Elle fait une sortie scolaire, là. Voilà. Comme ça. Ouais, très super sympa, très surprenant. Mais ouais, bizarre qu'elle ait pas le même accent. Donc ils viennent pas du même coin de la planète. On sait toujours pas d'ailleurs d'où ils viennent, cette race-là. Voilà. Mais en fait, on verra le jour où on verra Grogu parler. C'est ça. Non, on saura, tu sais. C'est ça. Donc on a vu la maman. J'ai toujours, les gens vont me trouver redondant, mais je continue de penser que Grogu est le résultat d'un party de Noël entre Yaddle et Yoda. Donc c'est ça. On verra s'il parle avec un accent ou pas. C'est ça. Un petit passage vite fait aussi que tu as sûrement noté en fin de livre, c'est avec comment s'appelle la personnage? Il y a tellement de personnages que je suis perdu. Jordana, voilà. Jordana, donc qui est donc l'ex de Syl, et donc qui est une Senteca, qui est la shérif de la planète Tikei. J'ai beaucoup aimé cette planète. C'est vrai, on l'a pas mentionné, je pense, mais c'est une Senteca. C'est une Senteca, voilà. Alors elle n'a pas le nom de famille, mais elle fait partie de la famille, quoi. Et donc elle est donc sur cette planète. Donc Tikei, alors c'est une planète désertique, t'as envie de te dire encore, mais dans la description ils disent que c'est une planète de sable rouge, du coup ça change un peu, quoi. C'est ça, c'est rouge. Pour moi, c'est rouge. Voilà, c'est un peu différent. Moi je me figurais Mars, là. Voilà, c'est les images qu'on a de Mars. Elle a aussi un pet, alors j'en parlais déjà dans le The Rising Storm, elle a un pet, donc comme on voyait sur l'illustration que t'avais. Qui s'appelle qui est une Volca, voilà. La race c'est les Volca, elle s'appelle Rémi, voilà. Rémi. Ouais. Alors c'est une femelle également. Ouais, et alors après les corps. Voilà, alors ça va être très Pokémon aussi pour ceux qui connaissent. Ah oui, c'est ça. Moi aussi j'ai pensé à la même chose. Je me suis dit, ça fait dessin animé. Ouais, voilà. Mais je trouve ça excellent. Alors je suis un peu Team Chat, du coup j'ai beaucoup aimé. Et alors le fait que, alors t'as des passages. Alors il y a ces passages-là, et il y a un passage plus tard dans le livre aussi, relativement violent, j'ai envie de dire. Mais bienvenue, moi j'aime toujours ça, un petit peu de violence dans les romans, même jeunesse, quoi, ou jeune adulte. T'as des moments où t'as la Rémi là, qui arrache les gorges carrément, quoi, qui attaque les méchants et qui leur arrache la gorge. Donc, ouais, c'est ça. On a un peu la même chose dans C'est-tu la lumière des Jedi, où on a le chien de Belle là, pour la première fois, là, qui se montre assez violent, merci, de mémoire. Là. Ouais. Donc, il était déjà dans la lumière, tu vois, j'ai oublié. Je pensais qu'il apparaissait. Ouais, il me semble que c'est dans la lumière des Jedi qui apparaît sur la planète. Où est-ce que. En tout cas, pas la lumière des Jedi, là, mais. Tout ça pour dire, c'est ça, que c'est toujours drôle d'avoir pour montrer qu'un animal qui a l'air gentil, de compagnie, là, tout à coup, se montre hyper violent. Là. C'est excellent, ouais. Donc, c'est un animal donc, qui peut lancer de l'électricité avec ses cornes, qui peut se rendre invisible en quelque sorte, quoi. Enfin, c'est pas très. Mais oui, t'as raison, ça fait un petit peu Pokémon sur les bords. Surtout de la manière que tu le décris là. Ça... oui. Quand ils font la description dans le livre, ça me faisait penser à ça, quoi. Il manque juste qu'elle lance une boule, là, tu sais. Ouais, c'est ça, attaque éclair, tout ça. Et il y a aussi, Xylon a aussi un pet, comme quoi, il y a les tigres de la chancelière, il y a Amber, donc tu parlais de Belle. Donc là, il y a Rémi, et il y a aussi donc le chien. Alors, c'est un genre de chien siège, j'ai noté, parce que les gens le confondent pour un siège, et du coup, t'as Syl et Verne qui s'assoient dessus par mégarde, en fait. Ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est un espèce de chien, donc à 6 pattes, et je crois qu'il y a 6 ou 8 yeux, je sais plus. Ouais, ça, c'est... J'ai eu beaucoup de mal à me le visualiser. Oui, j'ai essayé de trouver des visuels, mais il n'y a pas encore de visuels sur Internet. Ouais. Donc c'est pareil, beaucoup de la présence de pets, d'animaux domestiques dans c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et pour parler pour finir ce côté un peu violent, à la fin, le passage où il s'échappe de la station spatiale, il y a un moment où Jordana donc utilise une espèce d'arme qui aussi pourrait être relativement stylée au cinéma, qui est une espèce de disque laser à la Tron un petit peu. Je sais pas si ça te fait penser à ça. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, j'avais oublié, mais oui, moi aussi j'ai pensé à Tron tout de suite. Là, Tron, voilà, donc elle a une espèce de gant. Un disque énergétique, je pense qu'il l'appelle. Un disque énergétique qui revient vers elle un peu comme un boomerang, quoi. Et là, elle se met à trancher des Nils, donc c'est pour s'échapper donc, de la station. Elle utilise cette arme et elle part dans une espèce de rampage de carnage, là, où elle détruit...
elle découpe des Nils à la pelle. Ah ouais, tu vois qu'elle, là, il se passait rien dans sa vie, mais elle est armée, tu sais, à la fois avec son animal, puis avec ça, ouais. comme Justement, pour affronter les pires situations. Là. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est une réflexion qui m'a bien plu, c'est que Syl, donc qui est son ex-petite amie, donc ils se remettent ensemble à la fin, qui pensait à connaître, j'ai l'impression qu'elle elle revit un petit peu ce qu'elle a vécu avec sa mère, donc elle avait une certaine image de sa mère, donc ça c'est un thème très young adulte aussi, tu mets tout le temps tes parents sur un piédestal, et quand tu apprends vraiment qui ils étaient, tu tombes de ton piédestal, et t'es souvent déçu, quoi. Et là, elle a l'impression de revivre ça avec sa petite amie aussi, en voyant Jordana complètement ultra violente et tout, donc elle se dit oula, peut-être que je la connais pas tant que ça en fait, et c'est une réflexion qu'elle se donne. Ouais, puis là, elle se demande si elle a changé depuis le temps ou elle a toujours été comme ça. Ouais. Donc il y a cette réflexion là qui était relativement intéressante, quoi. Et voilà. Donc j'avais 2-3 si tu voulais parler aussi de 2-3 clins d'œil, tu en avais commencé avec. Ouais, rapidement, peut-être en rafale. Donc il y a quoi? Ah oui, t'as les graphes qui ont des. Alors il y a une mention de la race des Gigoran, et des gardes du corps qui sont des espèces de Wookiees blancs. Je sais pas si tu vois, super stylés là. Ouais, immense, ça. Ouais, c'est des grosses masses qui sont de plus en plus. Oui, dans Rogue One. C'est vrai qu'on les voit de plus en plus. Je pense que les gens ont vite accroché au design. Ouais, c'est vraiment un design qui me plaît beaucoup. Il y a déjà une blague, une blague avec Syl et qui demande à la garde du corps de Zylan justement quel savon elle utilise pour garder sa fourrure brillante. C'est juste des petits détails comme ça, mais moi ça me fait rigoler, quoi. Ouais. Donc t'as les mentions de pour les navigations en hyperespace, ils mentionnent que les anciens Jedi utilisaient la Force pour naviguer en hyperespace. Et ça m'a fait énormément penser, je sais pas si tu as fait la même chose aussi, au Skywalker, enfin au Sky-Walker des romans Thrawn Ascendancy, qui utilise la Force pour naviguer un petit peu. Je suis en plein dans Dune en ce moment, donc un petit peu la Dune aussi, tu vois, qui utilise vraiment un pouvoir pour pouvoir voir les. Ouais, ça me dit vraiment le même concept, quoi. Pour voir les routes navigables, quoi. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir le parallèle, quoi, avec les romans. Mais oui, c'est vrai que je pense pas que ça avait été mentionné avant que des Jedi avaient déjà fait ça, même dans la trilogie avec Thrawn. J'ai pas souvenir que, mettons, ça disait des anciens Jedi faisaient ça. Là. Darth Vader le fait là, dans Thrawn Alliance. Mais oui, effectivement, on pense tout de suite aux Chiss là, qui font ça. Aux Chiss, ouais. Voilà, après, plus grand-chose, on en a parlé pendant tout le podcast, donc j'ai plus grand-chose. Ah si, j'avais cette mention. Il parle des entrées et de sorties en hyperespace, en atmosphère. Et ça, c'est un truc qu'on a vu déjà dans The Rising Storm. Là, les Nils font ça, mais je crois que Poe, dans l'épisode 9, le fait aussi, donc il rentre. Ouais, les espèces de micro-sauts, là. Que Poe fait, là, bon, ça c'est une invention de J.J. Abrams, là, fait que je donnerai pas mon opinion sur ça. Mais on le voyait aussi dans Rogue One. Tu sais, t'as K2SO qui dit là, la planète est en train de. Jedha est en train d'exploser. Puis là, t'as K2SO qui dit les calculs sont pas terminés, là, puis t'as Cassian Andor qui dit garde, moi le faire moi-même, là. Fait qu'il passe en hyperespace depuis l'atmosphère, on sait pas quelle strate. Je trouve ça assez stylé parce que il parle dans le roman que c'est pas censé être possible en fait. Au final, on verra que si. Fait qu'il faut croire qu'avec les micro-sauts, plus tard, ça devient possible. Moi, j'ai tout de suite pensé aux micro-sauts, effectivement, que Poe fait au début de l'ascension de Skywalker. Il y avait ça aussi dans The Race to Crashpot Tower, où tu as justement le héros qui notice qui remarque les Nils s'échappent de la planète Valo directement en hyperespace. Donc il y a ça, et il y avait alors je sais pas si tu as remarqué, il y a plein d'événements passés qui sont mentionnés pour la première fois ici. Je sais pas si c'est des comme des références à une autre époque ancienne. Ouais. Ils parlent de l'âge de l'exploration, donc j'imagine que l'exploration spatiale où ils ont commencé à étendre la galaxie, à étendre les lignes d'hyperespace. Donc je sais pas si ça c'est des pans de l'univers qu'on reverra dans le futur, quoi, un âge antérieur à The High Republic. Mais il parlait, il y a le massacre de Dalna, il y a la mention de la guerre civile de Genesia. Donc c'est une planète assez importante dans ce roman-là, enfin relativement importante, parce qu'il y a beaucoup de mentions de Genesia. Je sais pas si ils vont reconstruire là-dessus. C'est clair que si l'équipe reste la même pour l'instant, clairement, à chaque fois, les auteurs reprennent beaucoup de détails qu'ils avaient apporté dans le roman précédent. Donc, ce serait pas là. Pour la prochaine phase, Justina Harlan retourne sur le roman jeunesse, avec Vernestra encore, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Vernestra, donc,
Donc on n'a pas trop parlé d'Emery, bon, qui est présent dans le bouquin, qui a un petit rôle quand même, mais qui a un rôle relativement intéressant parce qu'il a aussi un espèce de pouvoir. Donc c'est marrant, mais il y a beaucoup de Jedi dans cette ère-là qui ont des pouvoirs particuliers. Genre, je peux penser un petit peu aux X-Men, ils ont chacun leur pouvoir spécifique, tu sais. Ouais. Et donc lui, il a une espèce de pouvoir empathique. Alors on voyait ça vite fait sur. Lui, c'est très, comme tu dis, l'empathie. Il ressent tout de suite profondément les émotions des autres. Ouais, mais je trouve ça super intéressant parce que comme Verne qui est aussi tracassé par ses doutes, lui aussi, il se pose la question, est-ce que c'est pas un pouvoir Sith qui me fait faire ça? Ouais, puis elle, en fait, ça amplifie en plus son impression d'incompétence parce que elle se dit à quel point elle est mauvaise pour saisir les émotions des gens, alors que pour lui, c'est parfaitement naturel et facile. Donc, Ouais, plusieurs fois, il lui dit d'éviter d'utiliser ce pouvoir-là, que changer les émotions, oui, parce qu'il peut aussi, non seulement il ressent les émotions des autres, mais il peut les influer. Voilà. Et donc elle lui conseille de ne pas faire ça parce que ça peut être dangereux. Mais tout finit bien pour lui parce qu'à la fin, ça au moins ils en parlent au Conseil Jedi. Et donc il est aidé, quoi. À la fin, on voit qu'il est aidé. Ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir la suite aussi pour ces personnages-là. Et pour finir, du coup, il y avait juste une petite mention rigolote que j'ai trouvée sympathique également, c'est qu'apparemment à cette époque-là, il y a un espèce de psy Jedi qui s'occupe des chevaliers Jedi et qui les reçoit et qui essaie de voir s'ils ont toujours la balance après un événement traumatique comme il s'est passé à Valo, déjà avec le Great Disaster et là avec l'attaque de Valo. Donc il y a une espèce de docteur psy qui... il doit être occupé de ce temps-là, à mon avis. Oui, voilà. il y a de la job. Est-ce que c'est pas un poste qui a été supprimé par la suite? C'est parce que Anakin il aurait eu peut-être besoin de ce genre de... Ouais, c'est ça, Anakin, il aurait été 2-3 fois par semaine. Oui, je pense. Obligatoire. Lui, ça aurait été consultation obligatoire. Non, c'était intéressant de savoir que après un épisode post-traumatique, parce qu'ils ont... Verne est en PTSD presque, parce qu'il a des cauchemars et tout du massacre, qui visite ce docteur-là pour les aider à passer ces épreuves. Quoi. Et dernière question, rapidement, concernant Verne, c'est ça, c'est quelle fameuse route est-ce que Marie-San Tekka a donnée à Verne? Parce qu'elle lui dit c'est un endroit en dehors de la galaxie connue, ou en tout cas, et très dangereux, où est-ce que personne ne va jamais, ou en tout cas, personne n'est jamais allé depuis très longtemps. Donc, c'est sûr que moi, je me suis demandé, les régions inconnues, les Exegol, peut-être. Exegol est à la mode, là, ces temps-ci, là, dans les comics. Oui. Fait que, on verra. Pour l'instant, ça aussi, elle a gardé ça secret. Donc, on verra si c'est développé par après. Ce qui fait qu'il aura un rôle vraiment important plus tard, ça c'est sûr. Fait qu'écoute, c'est ça, c'est sûr, c'est quand même une très bonne critique, même si évidemment on a chipoté un peu, on a fouillé dans les détails, mais il reste que c'est une lecture dans nos deux cas, je pense qu'on recommanderait. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, des réactions, même des insultes, n'hésitez pas sur les sujets là, qu'on vient de discuter, évidemment. Là. Venez pas me dire que mon t-shirt n'est pas beau, des choses comme ça, là, parce que ça, je vais mal le prendre. Ça, je vais le prendre personnel. C'est très beau ton t-shirt. Fait que c'est ça, venez jaser avec nous, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, où est-ce qu'il y a beaucoup de discussions, évidemment, en commentaire des vidéos sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à partager les vidéos, parce que c'est comme ça que la communauté croît. Que ce soit notre chaîne ou d'autres, c'est comme ça que ça se fait, que ça se connaît, que ça se fait connaître. Côté prochaines émissions au programme, évidemment, comme j'ai mentionné, on va faire une émission sur l'audiodrama de Tempest Runner, que tu vas nous retrouver encore une fois pour conclure ce rattrapage-là de la deuxième vague de la Haute République. Et peut-être conclure sur la deuxième vague, justement. Ce sera vraiment la dernière œuvre de la deuxième vague. Ce serait bien. Ouais, exact. Et puis, on a aussi en chantier un Star Wars en direct jeunesse spécial Halloween sur les BD, les séries de BD, là, les contes du château de Vador, donc qui devrait paraître bientôt. Donc voilà, en tout cas, encore merci d'avoir été des nôtres, là, c'est très apprécié. Jean. Merci à toi, Francis, pour l'invitation. C'est toujours très très sympa de discuter l'IT avec toi. Ouais, je confirme, je te retourne le compliment. Fait que voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans, et que la force soit avec vous.